Want the can't stop, won't stop watching sort of stuff? You know, the dramatic stuff. AMC Plus has it all. Would you go to war for your family? Don't miss Kin, the all-new Irish gangland drama. Ready to raise the stakes? Catch up on the latest episodes of The Walking Dead's epic final season. Nostalgic for TV's golden age? AMC Plus is the home of Mad Men. Plus, meet a sitcom wife like no other in Kevin Can F Himself, starring Annie Murphy. Available ad-free, on demand, and on the platforms you're already on. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff. Salut les extraterriens, juste avant de commencer cet épisode, je voulais vous recommander un podcast qui parle de sport et de musculation que j'écoute et que j'apprécie vraiment beaucoup. Ça s'appelle Biomécanique Podcast. Je suis aujourd'hui avec son animateur Jérôme, que j'aime bien aussi. Salut Jérôme, est-ce que tu pourrais présenter ton podcast aux auditeurs d'Extraterriens ? Salut Bart, merci de me recevoir sur ton podcast. Alors, podcast biomécanique, ça parle de sport, comme tu l'as dit, de santé, de musculation, de compréhension de soi. Et j'essaie de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes, d'artistes même et de spécialistes de leur domaine pour un petit peu comprendre, comme je le disais, la mécanique du corps, pour mieux comprendre son esprit, son mental, être plus performant et découvrir des parcours et des personnalités qui sont inspirantes. Voilà, le tout pour essayer de s'améliorer, se comprendre et être en meilleure forme et en meilleure santé. Parfait. Écoute, je suis sûr que ça va plaire énormément aux auditeurs. Et toi qui écoutes Extraterrien, qui connais bien mon travail, est-ce que tu pourrais recommander peut-être un épisode à mes auditeurs, justement pour découvrir Biomécanique Podcast ? Alors, il y a un épisode que je peux recommander que je pense est assez intéressant. C'est un des derniers qui a été enregistré sur le podcast, qui est le 99 avec Florian Poisson, qui est un bodybuilder professionnel qui revient sur tout son parcours et sur le milieu du bodybuilding, et vraiment en toute transparence. Donc, on sait un petit peu ce que ça comporte. C'est un épisode qui va permettre de découvrir tout le milieu du bodybuilding, les secrets, les tabous, les non-dits. Énormément d'hypocrisie dans le milieu. Voilà, c'est assez fascinant. C'est un épisode qui plaît énormément. Il y a juste titre. J'ai beaucoup de partage et vraiment je le recommande parce que c'est assez incroyable. Écoute, moi tu m'en as donné l'eau à la bouche ou plutôt l'eau aux oreilles, mais comme tu viens de le sortir, j'ai pas eu le temps de l'écouter, donc je vais foncer tout de suite. Écoutez ça. Écoute, merci beaucoup Jérôme et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Ciao. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. J'ai appuyé sur play et je crois qu'on est tout bon. Salut Jonathan. Salut. Comment ça va ? Écoute, très très bien. Ouais, écoute, moi aussi, franchement, je suis trop content d'être là aujourd'hui. Je me suis dit que ça allait être vraiment une super bonne journée. J'ai eu le temps de méditer ce matin, d'être hyper positif. Et aujourd'hui, on va parler de deux sujets que j'adore vraiment et qu'en ce moment, je suis en train de me plonger dedans à 200%. Peut-être parce que j'ai un souhait de reconversion professionnelle, mais on en parlera peut-être plus en off. Mais on va parler hypnose, on va parler préparation mentale dans le sport, on va parler
performance, parce que c'est toi les sujets que tu maîtrises super bien. Ouais, en tout cas j'essaie de les maîtriser encore, quoi. Mais ouais. T'as écrit aussi un super livre que je recommande qui s'appelle Auto-hypnose et performance sportive et que j'ai dévoré, et c'est vraiment un bouquin, je pense, comme tu le dis très bien, qui est un manuel et qui se veut être un manuel dans lequel tu peux te replonger et tu peux le prendre, utiliser des exercices pendant 2 mois et c'est hyper concret. Donc moi j'ai adoré, donc je le recommande mais vraiment infiniment. Et voilà, c'est pas sponsorisé, c'est spontané. Je l'ai lu, j'ai adoré, j'ai contacté Jonathan, je lui ai dit écoute, c'est génial ce que tu fais, il faut qu'on creuse le sujet, qu'on approfondisse aussi quelques parties du bouquin. Mais pour aller, on va reprendre un peu le schéma classique des interviews. Moi j'aime bien commencer par l'enfance, aussi savoir quel est ton parcours. Et du coup la première question que je pose toujours, c'est la tradition ici, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Écoute, déjà merci pour l'invitation. Je crois que mon premier souvenir de sport, alors nous on n'avait pas la télé avec mon petit frère. Puis aujourd'hui j'ai toujours pas la télé, donc c'est pas un souvenir télévisuel. C'est un souvenir. Je crois que j'ai 10 ans. Je suis chez des amis dans la région en Provence, vers Draguignan. Ils ont une piscine et je me dis que je veux faire les Jeux Olympiques alors à l'époque c'était Londres 2012 en natation et la piscine fait 15 mètres et je me dis si je veux faire les Jeux Olympiques de 2012 il faut que je nage 2 kilomètres dans cette piscine. Et j'ai 10 ans et je fais des allers-retours pendant je sais pas combien de temps. Ça me prend c'est mon premier souvenir vraiment où je me dis là je fais du sport. Ça a commencé comme ça, quoi. Okay. Et tu nageais déjà un peu, j'imagine. Ouais, on a toujours nagé, mon frère et moi. Ça faisait partie des prérequis obligatoires de mes parents. Ok. Et pourquoi le rêve des Jeux Olympiques? Je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Ouais. Mais je me rappelle m'être dit, je vais nager, je vais faire les JO de 2012 et en natation. Et je m'étais fait un plan et tout. Je m'étais dit, ok, si je nage 2 kilomètres aujourd'hui, que dans 6 mois j'arrive à faire ça. Et enfin bref. Bon, j'ai jamais fait nageur ensuite. Je crois que je suis sorti des 2 kilomètres en étant complètement rincé, en me disant, bon, la natation, c'est fini. Ce qui était pas vrai d'ailleurs en plus. Ouais, mais t'as renagé pas mal. Ouais, j'ai renagé. Ironman, donc j'imagine que t'as fait des longueurs. Ouais, j'en ai fait des longueurs, c'est clair. Et trop cool. Et t'as touché à d'autres sports étant plus jeune? Ouais, alors rugby, hein. Moi j'ai fait pas mal de rugby. Donc j'ai fait mon école de rugby à Paris, au club de Vincennes, et puis ensuite à la fac je me suis réinvesti dans le rugby à Clamart et au RCP 15. Donc et puis après suite à une blessure j'ai dû stopper le rugby. En tout cas je pouvais plus être au niveau où j'étais parce que là j'étais en fédéral 3, on montait en fédéral 2. Du coup c'est le début du semi-pro, donc et sur un plaquage mon épaule explose. Et donc fin du rugby et du coup pour moi c'était fin du rugby mais aussi fin de l'entraînement parce que j'étais entraîneur de rugby aussi. Ouais. Donc j'ai vraiment tout stoppé le rugby, mais j'ai joué presque une dizaine d'années, ouais. Ouais, mais c'est comme ça, comme d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais c'est comme ça plus ou moins qu'on s'est rencontrés via Aurélien Sourmer, c'est ça, un copain qu'on partage. Ouais, exact. Qui m'avait proposé Aurélien, il cherchait des cobayes justement pour faire de l'hypnose sur des sportifs amateurs. C'est ça. Mais je m'en souviens très bien parce que moi je préparais la Ironman à ce moment-là, et on a fait, du coup, j'avais fait la session avec les gens que tu formais à ce moment-là. On avait et moi j'avais mes croyances limitantes, c'était que je nageais très mal. J'avais appris à nager 1 an avant, un an et demi on va dire. Et tu vois sur un half ça passe, tu vois, d'être pas un très bon nageur. Mais quand tu vas faire Nice, il y a la mer, le départ, bon c'est en rolling start, mais c'est quand même assez impressionnant, je trouve. Il y a le large aussi, nager parce qu'on longe pas la côte, mais on va un peu loin, ouais. Ouais, exactement. Donc j'avais pas mal d'angoisse par rapport à ça. On avait travaillé dessus et je me rappelle, j'avais passé un très bon moment, très bon moment. Bon, malheureusement, j'ai fait des calculs rénaux 2 mois avant la course et bon, ça a été un problème à répétition. Mais je perds pas de tête, je perds pas de vue cet objectif. Donc
Donc mais moi écoute, voilà, on s'est rencontrés du coup par un peu par ce biais-là. Et du coup, ouais, toi tu t'avais quel âge quand t'avais fait cet accident? Alors, tu disais que t'entraînais déjà, donc t'es passé par Staps aussi. Ouais, en fait, c'était après mes 18 ans, du coup, je jouais. À l'époque, je faisais aussi du théâtre, puis je bifurque entièrement vers le sport, et puis je fais du coup les Staps. Ok. Et pendant que je fais mes Staps, je joue au rugby, et je crois que je me blesse en 2008 ou 2009. Ça doit être ça. Donc et après je bifurque mais ouais c'est ça, c'était 2008 ou 2009 je crois. OK, t'avais quel âge à ce moment-là? Je crois que j'avais 22 ou 23 ans, quelque chose comme ça. OK, ouais. OK. Donc quand tu faisais Staps, t'avais déjà la volonté d'aller accompagner des athlètes, tu savais alors, déjà que tu voulais t'orienter dans cette voie-là? Alors pas du tout. Moi j'étais j'étais dans ma tête formaté pour être prof de PS. Ouais. Du coup, j'ai fait même prof de PS, j'ai fait des remplacements et tout dans la région parisienne. Donc j'étais plutôt avec une mère prof dans l'éducation nationale, elle prof d'anglais, moi j'étais parti dans la même filière de je vais faire prof quoi. OK. Et j'ai eu quelques soucis par rapport à l'éducation nationale, enfin le boulot de prof m'a pas convenu quoi. J'avais du mal à rendre obligatoire le sport qui était une passion pour moi et faire de cette matière-là, de cette discipline-là, de ce style de vie-là une obligation, pour moi c'était trop dur. Ouais. Et c'était trop dur aussi de passer 40 minutes dans les transports en commun pour faire une demi-heure de natation et 40 minutes retour, enfin ouais. J'avais l'impression de pas faire de l'EPS quoi. Donc ça me convenait pas, ouais. Donc j'avais rien qui me destinait à bosser avec des athlètes pros, des athlètes de haut niveau ou dans le mental, quoi. OK. Et tu peux expliquer un petit peu du coup comment est-ce que t'es tombé dedans et le cheminement pour y arriver? Je suis assez curieux de ça. En fait, une fois que je me suis blessé en rugby, je me suis mis à avoir une idée en tête, c'était de grimper. Ouais. Alors c'est une idée que j'avais eue à l'âge de 14 ans. Dans mon parcours, à 14 ans, je fais une anorexie qui m'amène pendant presque un an, à peu près un an à l'hôpital. Ouais. Et puis donc une anorexie chez n'importe quel ado, c'est assez violent, mais chez les mecs c'est assez violent, un peu plus parce que je crois que je perds 20 kilos en 2 mois ou un truc comme ça. Enfin, je tombe dans les pommes, machin, on m'hospitalise et je me rappelle qu'il y avait tous les psys là qui me disaient OK, il faut que tu t'en sortes, machin. Alors on essaie de forcer un peu à bouffer. Ça marchait pas très très bien. Ouais. Et un jour, j'ai une idée. Donc je suis à l'hôpital, dans une toute petite chambre de 10 mètres carrés, fermée, pas de contact avec la famille et tout. Donc c'est assez dur quoi. Et je prends des feuilles blanches, j'en prends 4, je les scotche sur mon mur et je me dessine une fenêtre. Et parce que il y avait une toute petite fenêtre dans ma chambre, donc je m'en dessine une autre, mais cette fois-ci je mets des mots dedans. Je mets marcher, courir, des verbes d'action, tu vois. Ouais. Marcher, courir, nager, voyager, grimper. Et je sais pas pourquoi je mets grimper, mais quand je me blesse et que plusieurs années plus tard et que le chirurgien me dit faut opérer l'épaule puis le rugby c'est fini. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais je suis là, il a son grand bureau, moi je fais presque je dois faire à peu près 10-12 kilos de plus qu'aujourd'hui quoi, rugbyman. Et t'as une sacrée carrière déjà. Et le gars, je suis là et puis je lui dis OK, si on m'opère, est-ce que je peux grimper? Et moi-même la question elle sort toute seule quoi. Je suis moi-même surpris de poser cette question et il me dit ouais. Et donc c'est comme ça, je me fais opérer de l'épaule et puis je sors de la clinique avec une seule obsession, c'est faire ma rééduque pour me mettre à l'escalade. Et j'arrive dans une salle parisienne qui s'appelle Murmure et on est en 2008 ou 2009 et je vais les voir, je dis moi je sais pas grimper et je veux grimper et je veux devenir moniteur d'escalade. Okay.
donc vous me proposez n'importe quoi, je passe la serpillière, le balai, je nettoie les prises, enfin je connais rien à la grimpe, mais moi je veux grimper et je veux bosser ici, et j'ai eu la chance de tomber sur des gens comme Gérard Goupil, qui était le directeur à l'époque, et qui m'a dit banco. Okay. Et du coup à partir de là, je faisais mi-prof de PS, mi-salle d'escalade, et je me suis mis à grimper en masse. Et le but c'était de faire de devenir moniteur, donc je me mets à m'entraîner, je sais pas, 6 ou 7 heures par jour. Ok. Et je découvre la montagne, du coup, et 2 ou 3 ans plus tard, je déménage à Grenoble pour finir mon master STAPS et grimper, et puis commencer à vouloir rêver de devenir guide de haute montagne. Ok. Donc, tous les copains forcément là-bas, on se retrouve tout le monde veut être guide, donc je suis dans les équipes de la FFCAM, donc on fait des expés et tout, mais je baigne dans le monde de l'escalade, mais avec que des natifs, quoi, des gens de Chambéry, de Cham, de Grenoble. Ouais. Donc eux, ils ont ça dans le sang. Et je suis un peu ce projet-là, et en fait en 2011, j'ai un accident en montagne au Maroc. Ouais. Qui m'amène à plus avoir du tout l'usage de mon bras droit, qui marche plus du tout. Donc je suis rapatrié, je me retrouve à Grenoble, et je me dis miser sur mon corps, ça va être un peu compliqué si je dois gagner ma vie en faisant des Mont Blanc ou en amenant du monde en montagne, mais que mon corps pète, et c'est la deuxième fois qu'il pète pas mal. Faut que je trouve un autre backup. Okay. Faut que je trouve autre chose. Et moi, il se trouve que, comme je te disais, on n'avait pas la télé, mais par contre, j'avais 2 tantes qui pratiquaient l'hypnose, mais depuis pas mal de temps. Quand j'avais 12, 13, 14 ans, je crois qu'elles étaient déjà formées à l'époque. Donc il y en a une tante, elle était anesthésiste, ouais. Et elle était parmi les premières anesthésistes à pratiquer l'hypnose en anesthésie à Montpellier. Okay. Et depuis, elle a pris sa retraite. Et puis une autre qui, elle, s'est formée à l'hypnose thérapeutique, et qui pratiquait à l'époque où on n'entendait pas du tout parler d'hypnose, et qui avait des super résultats. Et au repas de famille, on parlait de ça, en fait. Il y en a une qui nous disait c'est incroyable, là cette semaine, il y a une personne qui a arrêté de fumer, ou qui avait super peur de la voiture, et puis ça y est, elle a plus peur, ça a pris peu de temps. Et puis l'autre qui nous disait moi j'ai fait une anesthésie sous hypnose, greffe de peau incroyable, comme ça a trop bien fonctionné. Donc moi j'ai baigné là-dedans, et ça a jamais été un sujet sulfureux, avec l'image qu'on pouvait en avoir quand on regarde la télé et tout. Ça a toujours été un sujet classique. Ouais. Là, parle-moi de ta semaine, raconte-moi ton boulot. Moi j'ai hypnotisé des gens, et puis ils ont changé, quoi. Ouais. Et donc j'avais lu des bouquins sur l'hypnose aussi à cette époque-là. À 14 ans, je tombe sur mon premier bouquin d'hypnose qui s'appelle Ma voix t'accompagnera, et qui était un super bouquin d'ailleurs, que je recommande, parce qu'il y a plein de petites anecdotes sur l'hypnose, et notamment sur Milton Erickson. Et pour te dire, même, il y a la première anecdote, la première histoire d'hypnose que j'ai lue dans ce bouquin, elle me marque encore, c'est l'histoire de l'enveloppe Kraft. C'est-à-dire que l'hypnose a été beaucoup médiatisée par un type qui s'appelle Milton Erickson, qui est un médecin psychiatre. Bien sûr, ouais. Et qui, lui, a changé l'hypnose. On voyait l'hypnose de façon très directive, et puis lui, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'être direct et autoritaire, et comme ce qu'on peut voir avec le « tu dors, patati patata, tu m'écoutes et tu m'obéis », rien à voir. Et la première histoire que je lis de lui, il a 20 ans, il est à la fac, et c'est l'histoire de l'enveloppe Kraft. Lui, ce qu'il fait, c'est que il s'était programmé avec l'hypnose pour se lever dans la nuit, écrire un article, mettre l'article dans une enveloppe Kraft, la fermer, oublier. Il s'était programmé à faire une amnésie de ce qu'il avait écrit, et le lendemain matin, il se réveillait, il prenait l'enveloppe, il savait pas ce qu'il avait écrit dedans, il le poste pour le journal de l'université de médecine, et son but, c'est, quand le journal sort, c'est de repérer quel article a été écrit par lui, autrement dit par son inconscient, quoi. Et donc et c'est un jeu, et je me suis dit, je me rappelle, j'ai 14 ans, je lis ça, et je me dis wow. Le type a pigé un truc qui a l'air trop bien. Bref, et du coup, quand ça peut paraître un peu fou, hein. Moi j'avais lu cette histoire, tu te dis
enfin pour tu vois mettre un peu le doigt dans l'hypnose, on est très très loin de ça au tout début, enfin au début. Ah ouais, il c'est a un niveau lui, incroyable. il a un level de fou à l'époque et c'est rigolo parce qu'il y en a plein des anecdotes autour de ça et puis moi, maintenant j'en ai plein moi-même mais voilà, à 14 ans ça me marque. Et quand je me blesse et que je me dis que guide de haute montagne va pas falloir que je mise trop dessus, l'hypnose m'avait toujours fait partie de ma vie. J'avais pratiqué en autodidacte en lisant plein de bouquins, donc j'avais toujours pratiqué un peu l'hypnose, mais sans trop savoir ce que je faisais. Et donc j'ai à 23 ans, ça fait 11 ans déjà. 11 ou 12, que je regarde, est-ce que c'est un métier ce truc-là? Et là, je tombe sur des formations d'hypnose et je regarde c'est des formations, que c'est un job. Et c'est comme ça que, du coup, je me suis formé, à l'Académie de recherche et de connaissances en hypnose ericksonienne, donc l'école qui s'appelle l'Arche, où j'enseigne maintenant. Depuis. Et c'est comme ça que, j'ai commencé à rentrer dans l'hypnose. Ok, super intéressant. Et tu vois tout de suite des parallèles que tu peux faire avec justement avec les sportifs et les préparateurs mentaux, Ça devient tout de suite un. En fait, immédiatement, alors j'apprends l'hypnose ici en France et puis ensuite je vais aussi me former aux États-Unis, en Angleterre. Et il y a deux choses, c'est-à-dire que dès qu'on me parle de comment switcher une émotion, enlever une émotion, enlever une pensée, gérer un stress. Moi, de par mon passé de compétiteur, de sportif, enfin, je fais tout de suite des parallèles avec tout ce que je connais de ma vie. Je me dis, en fait, la boule dans la gorge avant une compète, attends, on peut la retirer. Mais c'est génial. Une pensée que tu rumines pendant plusieurs kilomètres, tu peux la dégager comme ça. Enfin, je me dis direct, c'est génial. Et je regarde où on en est en France de l'hypnose. Donc là, on est en 2010-2011 et je me rends compte qu'il y a rien qui est fait. Hypnose dans le sport, absolument rien. Alors, il y a des chiffres qui disent que en 2008, par exemple, sur les Jeux en Chine, il y a à peu près une dizaine de personnes formées à l'hypnose qui se déplacent dans le staff des Russes, des Américains, des Anglais et des Australiens. Mais en France, zéro. Alors, des personnes formées à l'hypnose, ça veut pas dire qu'ils sont hypnothérapeutes, ça veut dire qu'ils ont peut-être fait un petit module sur la douleur, et c'est un kiné ou un prep physique. Mais en tout cas, cet outil-là fait partie des staffs des équipes de haut niveau. Et en France, rien du tout. Donc moi, je commence à m'intéresser plus qu'au sport et assez rapido à Grenoble. En plus, j'étais grimpeur, je bossais dans les salles d'escalade, je donnais des cours, des trucs comme ça. Donc assez vite, j'ai bossé avec des grimpeurs. Un grimpeur, ça tombe et puis parfois ça se passe très très bien et puis parfois il a la trouille de regrimper derrière et donc enlever une peur de la chute par-ci et tout. Et puis je me suis retrouvé en 2012 à bosser avec l'équipe de France d'escalade sur glace et à devenir le préparateur mental, en fait, le coach mental de cette équipe pendant 3 ans avec des résultats de fou. Et ensuite, ça a intéressé des skieurs, des grimpeurs, des trailers et puis ça s'est lancé comme ça, depuis 2011-2012 là. Trop cool, trop cool. Et du coup, peut-être là, t'as mentionné pas mal de résultats que tu peux avoir. Qu'est-ce que viennent, chercher la majorité des athlètes avec toi? Est-ce que j'imagine, ils ont tous peut-être des soucis différents. Est-ce que déjà, est-ce qu'on vient de voir parce que il y a un souci? Est-ce que l'athlète déjà il a conscience de ça, ou est-ce que au contraire ça va être vraiment dans un objectif de performance? Comment est-ce que les athlètes t'approchent? Est-ce que c'est leur volonté? Est-ce qu'on te recommande aussi? Alors ça change. Ça a changé parce que en 11 ans que je fais ce job. Avant, alors moi je suis le gars qu'on appelle à la dernière minute quand il y a plus rien qui va. Donc ça reste quand même, à 70%, c'est ça. Encore aujourd'hui. Avant, c'était 99%. C'est genre, on a tout tenté et là, on est à la veille de la compétition et faut faire un truc. Et sans rire, ça m'est vraiment arrivé d'avoir des appels. Ça m'est arrivé d'avoir le pire. Je crois que c'était un appel une demi-heure avant une finale de Coupe du Monde, tu vois. Donc, en fait, parce que
parce que la préparation mentale, en fait, il y a deux choses. L'hypnose, c'est assez confidentiel pour le moment encore. Enfin, ça l'était. Et la préparation mentale, le fait d'entraîner sa tête, c'est pas encore quelque chose qui est très valorisé. Ça a beaucoup changé, ça aussi, mais c'est quand même, il y a encore beaucoup de chemin. Moi, pour être un peu provoque, je considère qu'en France, on fait pas de la préparation mentale, on fait surtout de la réparation mentale. C'est-à-dire, on a tout tenté et puis, finalement, l'athlète stresse quand même. On a beau le préparer physiquement, mais ça joue à un autre niveau. Et donc, il faut réparer. Et il faut réparer vite. Donc, on répare. Donc, là, la personne mise sur 2-3 séances avec un préparateur mental ou avec moi à l'époque. Et derrière, ça va mieux. Ah, ça passe. Ouf. Ça y est, c'est passé. Mais après, derrière, il n'y a pas de suivi. Enfin, et puis on rappellera la prochaine fois où c'est le feu. Ouais, il vaut mieux anticiper. Ouais. Mais si tu veux, souvent c'est ça va pas. Et faut faire un truc. Donc il y a un problème. Moi, je rêve d'athlètes et ça commence à venir qui disent salut Jonathan. Écoute, je t'appelle parce que tout va bien. Et j'aimerais que ça dure. Il y en a. Tu vois, là, j'ai quelques personnes en tête, des skieurs de fond avec qui on a commencé à bosser pour leur saison d'hiver, où on arrive en plein dedans, avec qui on commence à bosser dès le mois d'avril, quoi. Ouais. Dès la fin de saison, boum, on fait on se prépare à la saison d'après tout de suite. En fait, c'est assez bizarre, mais en préparation mentale, on se dit on peut faire de la dernière minute, alors qu'en fait, en prépa physique, par exemple, je vais pas me faire du développé couché 3 jours avant une compète. Ça sert à rien. On comprend ce truc-là. C'est du bon sens. Mais il faut le même bon sens avec le mental, mais ça s'améliore un tout petit peu. Ouais, c'est vrai. Je trouve. Enfin, je suis entièrement d'accord avec toi. On est vraiment en retard, je trouve, en France, tu vois, là-dessus, et par rapport aux mentalités. Et pourtant, tu as tous ceux qui goûtent te disent que les résultats sont probants et sont incroyables, quoi. Et c'est ça qui et je pense qu'il faut que effectivement petit à petit il y ait de plus en plus de gens qui aillent le voir. Et bizarrement, en plus, tu vois, tous les métiers qui sont autour effectivement de la préparation. Enfin, il y a beaucoup de métiers autour justement de la préparation mentale qui vont avoir pas toujours une très bonne réputation, tu vois. Typiquement même la psychologie, tu vois, aller voir un psychologue, un psychothérapeute, on devrait tous le faire. On devrait aller voir même quand ça va bien, en fait, justement pour entretenir le fait que ça aille bien. Et ça peut être le cas, pour d'autres disciplines où on peut avoir tendance avoir une image pas toujours positive, alors que les résultats sont dingues. Ouais, parce que on a cette image de si t'as besoin en civil d'un psy ou en sport d'un coach mental, c'est qu'il y a un truc qui est cassé. C'est en gros, c'est que t'es faible mentalement. T'as une faille. On te voit comme ça, alors que c'est pas vrai. Alors qu'en fait, moi je trouve qu'un athlète qui dit attends, j'ai une faille ici, je vais la bosser, c'est lui le plus fort en fait. Puis il suffit de voir, enfin, tu vois, on a aujourd'hui, par exemple, Teddy, ce qu'il a pu faire en revendiquant le travail avec Myriam, c'est génial parce que il s'est dit attends, moi je veux devenir le meilleur du monde, je suis ado, je bosse tout de suite mon mental en fait. Ouais. Et donc ça a fait du bien, ça change. Mais voilà, c'est un peu comme un contrôle technique. Tu prends soin de ta tête comme tu prends soin de ton corps. Tu te mets pas à t'étirer quand ça y est, t'es tout tendu. Tu fais des étirements et du stretch un peu tout le temps pour justement pas te retrouver sous tension et avoir besoin d'aller chez un kiné ou un ostéo. Ouais, c'est trop tard à ce moment. Ouais, c'est ça. Et tu peux peut-être citer quelques noms ou quelques sports avec lesquels t'as l'habitude de travailler. Ouais. Alors moi je suis intervenu dans pas mal de sports, beaucoup de sports individuels. Les sports co, c'est un peu différent parce que faudrait que tout le monde soit d'accord et adhère à la technique et adhère au personnage qui va intervenir. Donc ça fait plein de peut-être, ça fait plein de si. Donc mais je suis intervenu en judo beaucoup, en préparation de Rio avec Émilie Andéol, Émilie qui fait la médaille après là. Donc souvenir de fou cette journée d'ailleurs. Camille Serme qui m'accompagne aussi, beaucoup en escalade.
parce que c'est mon sport un peu, c'est le sport qui m'a lancé, puis c'est mon sport passion, donc les frères Duval, Camille Pouget, à une époque où je bossais aussi avec Nina Artaud, Mika, on a bossé aussi là, ce Mika Mawem sur sa prépa pour Tokyo. En natation, on a bossé aussi j'ai bossé avec Lara Grangeon, qui a fait quand même plusieurs jeux et tout, surtout sur sa période où elle est passée à l'eau libre. Ouais. Donc voilà, ça fait plusieurs disciplines. Après, j'ai bossé en triathlon, sur des disciplines complètement folles, comme le 24 heures. Tu sais, cette course là d'1 kilomètre. Sur une piste ou? Ouais, sur piste. Ouais. Ça, c'était fou. Les gars sont tarés. Donc, voilà, en ski de fond. Mais aussi dans d'autres domaines qui sont pas vraiment du sport, mais qui demandent un mental de fou. Tu vois, le poker, par exemple. Ouais, ok. Avec des pros en poker. Donc voilà, c'est assez vaste. Et il y a des points communs que tu retrouves entre les différents sports, Alors oui, alors comme je viens de citer le poker, je vais le mettre à part. La plupart du temps, tu vois, dans tous les sports, pendant longtemps, on pensait qu'il fallait pas avoir du tout d'émotion au niveau mental, qu'il fallait un peu cloisonner tout ça. C'est un peu le côté soviétique et américain. Américain. Du sport, ouais. C'est Rocky 3 quand il affronte le soviétique, et le soviétique il a pas une seule émotion. Sauf qu'aujourd'hui on en est revenu de ça, et c'est qu'est-ce qu'il faut faire avec ces émotions pour qu'elles soient utiles au bon moment. Ouais. Je mets le poker et je mets des disciplines comme le tir, puisque j'ai bossé aussi dans le tir. C'est où là on essaie vraiment de se cloisonner des émotions. Dans l'un pour pouvoir bluffer correctement, et dans l'autre pour éviter de bouger et rester stable. Mais sinon, dans tous les autres sports dans lesquels je suis intervenu, voilà, j'ai des émotions. Si j'en avais pas, je ferais pas de sport, je ferais pas de compète. Donc c'est une des raisons aussi qui nous amène à faire de la compétition à très haut niveau, mais même en amateur. C'est le premier levier, ouais. Si ça nous procurait pas d'émotions, on ferait pas ça, quoi. Ouais. Donc j'ai des émotions, mais je sais pas quoi en faire. J'ai de la peur, mais si j'avais pas peur, ça serait dommage. Ça veut dire qu'il y a pas d'enjeu. J'ai du stress, mais si j'ai pas de stress, c'est dommage. Sauf que je suis submergé par mon stress, ou je suis submergé par mon attente de résultat. Et je sais pas quoi en faire. Pourtant, je m'entraîne toute mon année pour ce résultat-là, mais il faut que j'arrive à l'oublier un moment, et là, je sais pas bien faire. Donc, le point commun, c'est les émotions, beaucoup à travailler. Et un autre point commun dans tous ces sports, c'est que, en tout cas, pour les athlètes pros, c'est que ce sont des gens qui rêvent, et ils rêvent fort. Ils rêvent fort, tu vois, et quoi qu'il arrive, ils croient en leurs rêves, et plus vite ils adhèrent au fait que, pour y arriver, il va falloir tomber, il va falloir échouer plein de fois, plus vite ils vont vers leurs rêves, quoi. Ouais. Mais il y a pas un athlète pro avec lequel j'ai bossé qui conçoit pas de façon très naturelle le fait de pas réussir, quoi. Ouais. Mais c'est ça que je trouve qui est dingue là, après tu vois, qu'il y a plus de 120 interviews avec des athlètes de haut niveau essentiellement. C'est effectivement cette capacité qu'ils ont beaucoup, comme tu dis, à rêver et à se voir au plus haut niveau et à être motivés pour ça, et peut-être aussi, alors tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que ceux qui y arrivent, parfois c'est pas dans tous les cas, mais c'est ceux qui le désirent le plus, vraiment. Ceux qui vraiment en rêvent le plus, finalement, c'est ceux qui arrivent vraiment à aller vraiment au top niveau. Après, tu vois, entre un premier et un troisième, des fois il y a aussi des aptitudes physiques, enfin il y a plein de choses qui jouent à ce moment-là. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, ceux qui sont vraiment au très très haut niveau, c'est ceux qui vraiment le désirent très fortement, et tu sens que la flamme elle souffle dans les yeux, et qu'ils parlent avec le ventre, quoi. Et en même temps, ils ont cette résistance à la douleur, je trouve, qui est tellement élevée, qui est cette capacité à échouer, à rebondir en permanence, parce qu'ils ont complètement intégré que, en fait, échouer, ça fait partie de la réussite.
C'est tu ça. ne peux pas réussir sans échouer, quoi. Donc c'est marrant un peu cette schizophrénie, j'appelle ça schizophrénie, c'est pas du tout le bon terme, mais cette ambivalence mais ça parle entre bien, les deux émotions, quoi. C'est je veux réussir, mais pour ça il faut que j'échoue. J'aime pas échouer, donc du coup je m'entraîne plus pour pouvoir plus facilement réussir parce que je veux éviter l'échec. Mais si j'y passe pas, je progresse pas. Ouais. Donc il y a ce battle à l'intérieur qui est assez fou. Mais ouais, c'est aujourd'hui les sportifs. Alors je bosse de plus en plus avec des jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes qui font appel à la prépa mentale. Ouais. Et en fait, plus tôt ils intègrent le fait qu'ils vont rater plein de fois, mieux ça se passe. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est un peu contre-productif. Enfin, ça va à l'encontre de ce qu'on enseigne. C'est à l'école, faut réussir. On nous apprend pas beaucoup à rater, à échouer. On s'intéresse beaucoup à ceux qui réussissent et pas assez à ceux qui ratent et qui échouent, à mon sens. Parce que s'intéresser à quelqu'un qui échoue et qui recommence, il y a 2-3 trucs à apprendre à mon avis qui sont hyper intéressants. Beaucoup de personnes, d'athlètes, d'amateurs, essayent une première fois, s'arrêtent et puis c'est pas fait pour moi. Par exemple, tiens, le marathon, c'est pas fait pour moi. J'ai pas réussi à aller au bout. Non, c'est peut-être fait pour toi. Enfin, il y a autre chose au contraire, faut le refaire, quoi. Ouais. Évidemment, si ça branche. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Je voulais qu'on parle un peu de, tu vois, comme je te le disais, il y a beaucoup de sportifs, on va dire, en tout cas les auditeurs d'Extraterrien, ils ont vraiment une approche très sportive, tu vois. C'est pour beaucoup, c'est des gens qui font beaucoup de sport, qui font aussi, tu vois, par exemple des courses. Et tu vois, moi j'ai commencé effectivement à m'intéresser à la méditation il y a un petit moment, à la douche froide, à effectivement la visualisation aussi, c'est des exercices que j'aime beaucoup faire. Et quand j'en parle un peu avec certains auditeurs, ils me disent beaucoup, il me manque du temps, tu vois. Et du coup, il y avait peut-être 2 questions un peu que je voulais te poser, c'était comment est-ce qu'on peut il y a énormément d'outils dans la prépa mentale et dans l'hypnose, tu vois. Et comment tu vois, quand on commence ça et qu'on découvre comment est-ce qu'on peut s'orienter, c'est un peu la première question que je voulais te poser. Et après, ouais, disons j'ai entre 5 et 10 minutes par jour à y accorder, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Okay. Donc la première question que je me pose, c'est aussi un peu personnel, c'est comment on peut s'auto-diagnostiquer pour essayer d'identifier un peu les leviers sur lesquels je vais pouvoir jouer, quoi. Ok. Sachant que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de piliers dans la préparation mentale. Ouais, il y a pas mal de choses, mais alors comme je vais reprendre tes 3 questions. Ouais. Et je vais les reprendre dans l'ordre. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la préparation mentale, c'est un sac dans lequel il y a plein de trucs. Et il y a des trucs qui sont très sérieux, et il y a des trucs qui le sont un peu moins. Donc déjà dedans, quand on parle de préparation mentale, aujourd'hui on parle. Alors la définition, on parle de techniques qui sont utilisées pour la performance à l'instant T, le jour J. Aujourd'hui, moi je trouve que cette définition-là, elle est assez limite parce qu'il y a beaucoup de sportifs avec lesquels, en fait, on parle pas de leur sport, on parle de leur vie à côté. Ouais. Donc c'est la préparation mentale, c'est un terme qui a vraiment des limites. Mais dedans, on y met de l'hypnose. Moi, je suis aussi formé à la sophrologie, je suis formé à la kinésiologie, donc on y met de la kinésio, on met même des techniques de respiration, de méditation, on met même le yoga aujourd'hui dans la préparation mentale. En gros, on met tout ce qui rentre dans les disciplines dites expérientielles, où on passe par une expérience pour agir sur son mental et sur son corps. À l'inverse des techniques dites analytiques, où on va plutôt analyser, réfléchir, on va y mettre la psychanalyse, on va y mettre la psychologie, on va y mettre aussi l'analyse vidéo qu'on peut faire avec son entraîneur. Ouais. À ce moment-là, on fait de l'analyse et mentalement, on est en train de faire une forme de prépa mentale analytique. Si on s'intéresse aux techniques expérientielles, il y a tous ces outils-là, et tous ces outils passent par l'expérience. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que avec l'hypnose, déjà, on rentre tous dans l'état d'hypnose une quinzaine de fois par jour, et beaucoup plus pour les artistes et les sportifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rattraper un service qui va à plus de 100 km/h en étant dans un état dit normal, dans le même état que lorsqu'on est en train de prendre le métro. On est forcément dans un état de transe, dans le sens où notre focus est dessus pour activer les bons réflexes, pour réagir à une vitesse incroyable. On est dans un état dit modifié de conscience.
Donc le sport favorise cet état-là. Ouais. Un type qui court pendant 20 bornes, qui fait un Ironman, il est pas dans son état normal. Il suffit de voir une ligne d'arrivée d'un marathon ou d'un Iron. Les gars ne sont pas du tout comme ils sont au boulot le lundi matin à 8h. Bien sûr, ouais. Ils sont autre chose. Ouais. Il suffit de se mettre au bord de la route, même pour les regarder courir, et tu vois que les regards sont rivés vers l'avant, qu'il y a un... Ah ouais, complètement. Quand on voit un boxeur arriver sur un ring, il est pas lui. Enfin, il est une autre facette de lui, il est dans un autre état. Ouais, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ton livre aussi, c'est que tu expliques que l'hypnose, c'est transformer un état. C'est ça. Donc, à partir du moment où tu te mets, tu te dis, ok, bah, je cours, enfin, je vais mettre mes chaussures, je vais aller courir, en fait, t'as transformé un état, mineur. T'as transformé un état. T'as un début d'hypnose, quoi. Donc, c'est ça qui est aussi important, je pense, de comprendre, et que t'expliques super bien dans le livre, c'est que, et qui dédiabolise vraiment l'hypnose, tu vois, qu'on peut en avoir, pour pas citer de nom, mais de spectacles, très chaud, très à l'américaine et tout, ou de vidéos qu'on peut voir sur Internet, c'est que on pratique tous l'hypnose. C'est ça. À partir du moment où on change d'état, à partir du moment où on se concentre et on se met sur quelque chose, quoi. C'est pas forcément se concentrer, mais en fait, si à partir du moment où on se concentre, avant que James Braid crée, pose le mot hypnose, donc c'est un anglais, c'est en 1848. Il pose le mot hypnose, mais avant ça, on appelait l'hypnose, on appelait ça focus, c'est concentration. Ouais. Donc quand tu dis concentration, c'est exactement ça. C'est quand un étudiant est à la bibliothèque, il perd la notion du temps tellement il est concentré sur ce qu'il est en train de faire. Il oublie de manger, il passe 4 heures, il a l'impression que... Donc c'est vraiment l'étudiant passionné. Hein. Il a été hypnotisé par ce qu'il était en train de faire. Il a été fasciné, il a été sous hypnose. Dès qu'on est fasciné et qu'on, par exemple, qu'on perd la notion du temps, que le temps semble plus court, plus rapide, que on oublie le monde autour, que dans une discussion, par exemple, dans un bar, on est tous les deux, il y a plein de monde autour, et on est dans un bar parce qu'on a notre passe sanitaire, et que on chuchote, enfin, mais on est tellement absorbé qu'on oublie complètement le son, la musique, tout. On est hypnotisé l'un par l'autre, par notre discussion. Elle est une discussion fascinante. Tu vas au Cinoche et tu perds la notion du temps parce que le film est fou et il dure pourtant 3h30 et t'as l'impression qu'il est passé en 10 minutes. On est sous hypnose. Donc c'est un état, banal. En fait, qu'on vit tous. Maintenant, pour répondre à ta question, c'est, une fois qu'on sait ça, en tant que sportif, on peut se dire, mais alors dans cet état-là, on a une faculté de créer du vrai avec du faux. C'est-à-dire que mon imagination va devenir la réalité. Mais comme tout le temps. C'est-à-dire que si je stresse par rapport à une compète qui a lieu dans 3 semaines, c'est mon imagination. Parce que si je suis dans mon canapé à ce moment-là, puis que je pense à ma compète et je stresse, c'est pas mon canapé qui me fait stresser, c'est mon imagination de comment je me projette dans la compète. Donc c'est bien l'imagination qui crée la réalité. Et qui crée un stress. Et qui crée un stress que tu vis comme vrai. Donc dans cet état-là, notre mental est malléable. Donc on peut à un moment donné commencer à croire aux pensées qu'on a, type je vais pas y arriver, j'ai les jambes trop lourdes, je suis pas fait pour, vas-y je m'arrête, je suis pas capable. Et le simple fait d'imaginer ça et de penser ça, je vais mettre ça dans ma réalité et je vais le vivre comme étant vrai. Maintenant si je me mets des pensées type allez, qu'est-ce que je suis bien, je suis en forme, je crois que je peux même faire 2 kilomètres de plus aujourd'hui. Oh là là, la patate. Je vais me mettre à y croire aussi. Donc, l'idéal pour le sportif, c'est de repérer ces états d'hypnose quotidiens, en tout cas dus à l'entraînement, et ensuite de se dire qu'est-ce que je peux en faire. On peut agir sur une pensée, on peut agir sur une émotion, on peut transformer une manière de se projeter dans quelque chose. On peut parler à son corps. Tout à l'heure, je parlais du 24 heures. Il y avait un type donc je bossais avec un des 3 meilleurs français sur cette discipline du 24 heures. Et alors lui, c'était un pro de l'auto-hypnose sans le savoir. Je lui dis mais comment tu fais? Parce que le gars me dit Jonathan, au début c'est un peu compliqué de rentrer dedans, et puis à la fin c'est de nouveau un peu plus compliqué, mais à la moitié de la course ça va. Je lui dis mais le début c'est quoi? Il me fait les 6 premières heures. Donc déjà, c'est bien que la réalité, c'est une question de point de vue. Moi, en 6 heures, je fais un Alpha Ironman. Lui, en 6 heures, c'est juste le début de sa course dans son monde à lui.
Et bon, il m'explique comment il fait, et puis lui, il me dit, ben, tu vois, pendant que je cours, je me suis rendu compte que je pouvais imaginer ce que je voulais. Donc j'imagine que mon corps, il est sur la piste et il court, et j'imagine que j'ai un autre corps qui est dans mon canapé, allongé, les jambes en l'air, et que je suis devant la télé. Et je lui dis, mais tu cours comme ça pendant 6 heures? Il me fait, oui, comme ça, j'ai plus mal aux jambes, puisqu'elles sont devant la télé. Et je fais, mais c'est brillant. Ouais. Donc, tu vois, tu peux parler à ton corps. En gros, tu peux faire certaines choses avec ton corps et avoir un vrai impact sur les sensations du corps. Donc voilà, en fait, sur comment on peut utiliser ça. En tout cas, repérer assez naturellement ces moments, ces moments hypnotiques. Et à ce moment-là, un peu comme avec la nourriture, en fait, la nourriture, l'idéal, c'est de choisir ce qu'on met dans son corps et puis prendre des trucs bons pour nous. Choisir ce qu'on met dans sa tête et y mettre des trucs bons aussi. Ouais. Tu vois. Ouais, non, mais je vois très bien, ouais. Non, mais ce qui est hyper intéressant, c'est, et je pense que effectivement le déclic, il doit partir de là. Et moi, quand je parle justement de préparation mentale et d'hypnose, j'aime bien effectivement beaucoup cette métaphore de dire, quand t'es en train de déprimer et que tu commences à avoir mal au ventre et que t'as des sensations physiques, c'est bien ta tête qui influe sur ton corps négativement. Imagine en fait que tu peux faire exactement la même chose. Et en plus, ce qui est hyper intéressant, dis-moi ce que tu en penses, c'est que tu peux aussi créer l'effet inverse, c'est-à-dire que tu peux aussi créer des expériences physiques qui vont faire que dans ta tête tu vas te sentir bien. Ouais. Typiquement, tu sors de une heure de natation, t'es rincé et tu vois le monde différemment, tu te sens waouh, tu te sens léger, t'es vidé, donc tu sens que le corps et l'esprit sont intimement liés, et que il y a plein de connexions qui sont possibles. Mais du coup, tu vois, une fois que t'as compris ça, une fois que tu te dis ok, c'est bon, j'ai compris que avec ma tête je pouvais influencer sur mon corps, qu'avec mon corps je pouvais influencer sur mon esprit aussi et sur mes pensées, par où commencer, tu vois, quand on est un débutant. Alors, il y a ton livre, c'est sûr, mais comment est-ce qu'on peut, il y a tellement d'outils qui sont possibles, comment est-ce qu'on peut un peu se guider, ou comment est-ce qu'on peut Alors déjà, un premier outil, ce qui est intéressant, c'est de repérer ses croyances. Parce que tu vois, là, à t'entendre, ça m'a fait repenser à quelque chose, c'est-à-dire que oui, le corps et l'esprit sont liés. Pendant longtemps, on a cru que c'était pas le cas. Aujourd'hui, on sait que, c'est une aberration de penser c'est je pense donc je suis. En fait, c'est je suis tout court. Il y a quelqu'un qui s'appelle Damasio qui a fait un super bouquin qui s'appelle L'erreur de Descartes. Et c'est l'erreur de Descartes, ça a été de séparer le corps de l'esprit. Et pour ça, il y a un exemple très concret. C'est puisque tu me disais qu'il y avait des auditeurs qui étaient pas mal dans le trail, dans la course à pied, dans les sports d'endurance, le mur du 30e kilomètre en marathon. Ouais, c'est une sacrée croyance. Voilà. Belle croyance, invention totale, invention créée par une barre énergétique. Donc c'est de la publicité à la base qui a créé cette légende. Tu prends des gars, tu leur fais passer le mur du 30e kilomètre alors qu'ils y sont pas. Tu leur dis ça y est, t'es à 30 bornes. T'as 80% des gens qui vont avoir une réduction dans leur allure et qui vont avoir des signes de fatigue. Tu les laisses courir 500 mètres comme ça, tu leur dis, au fait, c'était pas le 30e celui-là. Et là, d'un coup, ils réaccélèrent. Donc, on a tous, c'est l'impact d'une croyance, une conviction forte. Une croyance, c'est quoi? C'est une pensée à laquelle on a donné tellement de crédit que c'est devenu une conviction. Donc, la croyance de, je sais pas, je suis trop lourd pour faire ça. Ou je suis trop vieux pour faire ça, ou telle discipline c'est pas fait pour moi, je vais pas y arriver, je peux pas. Donc repérer ses croyances par rapport à son sport, à son activité, à qui on est. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est plus difficile, je trouve, de repérer ses croyances positives que ses croyances négatives, parce que tes croyances positives, elles te construisent et elles sont un peu comme acquise, et du coup c'est plus facile de repérer le négatif que le positif, et c'est aussi intéressant, je trouve, de bosser sur le positif, quoi, par moment. Mais effectivement, les croyances négatives. Mon expérience à moi, peut-être. Alors parce que t'as certaines personnes qui ont tellement l'habitude d'avoir leurs croyances négatives et qui les expriment en fait au quotidien, que du coup ils se rendent même plus compte que c'est une croyance en fait. Ils vont dire ça c'est trop dur.
Mais là, c'est une croyance que tu viens de dire. C'est-à-dire que est-ce que tu te rends compte ou pas? Donc toutes les phrases type il faut, c'est pas possible de, c'est trop difficile. Ça va être 3 petits points compliqué, pénible, douloureux. C'est des croyances. Ou le mais, tout simplement. Ou le mais, ouais. Donc repérer ses croyances. Ok, première étape. Et ensuite s'amuser à les remettre en question, se demander tout en courant ou tout en pratiquant son sport, quand on a un peu de temps comme ça ou sur un vélo, un home trainer ou quoi, se dire et si je croyais l'inverse, ça donnerait quoi? Et regarder ce qui se passe. Il y aura forcément de l'imagination, il y aura forcément d'autres pensées. Ça peut faire bizarre, mais se dire et si pendant 1 kilomètre, j'imaginais ce que ça pourrait donner la vie si je pensais pas ça. Donc ça peut être tenir un journal de croyances et puis à chaque sortie course à pied ou chaque session de natation, au lieu de compter les carreaux au fond de la piscine, se faire une petite session imaginaire. Mais tout à l'heure on l'a dit, l'imaginaire et la réalité sont drôlement connectés. Où j'imagine autre chose, je pense autre chose. Ensuite, après. Pour le mental, alors on en parlait tout à l'heure, moi je suis en train d'écrire un autre bouquin où du coup je parle d'un modèle qui est peut-être plus simple que celui que j'avais proposé dans mon premier livre. C'est intéressant de se demander, là dans ma perf ou dans ce que je fais comme sport, qu'est-ce qui me limite? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est comment je me sens? Est-ce que c'est quelque chose que je me dis? Je me dis j'ai trop de pensées, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, mais dès que je suis en train d'agir, j'ai tout de suite plein de pensées, plein de dialogues internes. Est-ce que c'est quelque chose que je crois ou est-ce que c'est quelque chose que je ressens en termes de physiologie? En fait, si j'ai une bonne émotion, je vais me dire des trucs assez chouettes. Si je vais me dire des trucs assez chouettes, ces pensées-là vont devenir des croyances qui vont être positives. Ces croyances positives vont avoir un impact sur ma physiologie positif également. Si je me dis je suis capable, d'un coup j'ai les jambes qui deviennent toutes légères. Du coup je me sens encore mieux, j'ai une meilleure émotion positive. Du coup j'ai un autre dialogue interne qui devient encore plus positif. Allez, carrément, bien sûr, le sprint final il est prenable. Ensuite je vais avoir la croyance de mais attends, mais je vais y arriver, je vais même pouvoir en faire un deuxième en fait dans 2 mois de Alpha Ironman. D'un seul coup j'ai encore moins mal aux jambes, physiologie. Et en fait, là, c'est finalement c'est le modèle d'autodiagnostic de la performance. Donc c'est là-dessus que va porter mon livre. À l'inverse, s'il y a quelque chose dans une performance qui me pose problème, c'est intéressant de se dire mais moi je me dis des trucs cool dans ma tête, mais ce que je crois, ça va pas avec. Ouais. Donc il y aura un travail à faire sur les croyances. Ou alors. Je suis prêt physiologiquement, je suis bien, je suis en forme, je suis reposé, j'ai de l'énergie, mais dès que j'arrive dans telle situation, il y a le stress, il y a l'émotion qui, du coup derrière, j'ai le dialogue interne qui commence à partir en vrille, puis mes croyances qui sont toutes chamboulées. Donc là, c'est plutôt l'émotionnel qu'il va falloir bosser. Ouais, ok. Et du coup, avec ce modèle-là, en fait, t'as 4 entrées pour à te poser comme question, 4 questions. Comment je me sens? Qu'est-ce que je vis comme émotion? Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je crois? Et à partir de là, s'il y a une réponse qui convient pas, ça donne tout de suite l'endroit où il faut bosser pour ensuite faire tourner ce modèle dans un sens plus positif. Ok. Bon, trop cool. En tout cas, c'est plus clair. Et est-ce que tu vois, moi, ça demande un petit travail introspectif, tu vois, de prendre par moment, d'être capable de prendre du recul sur ses émotions, sur effectivement, ce que tu ressens, ce que tu vis. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, notamment avec, tu vois, des athlètes de haut niveau, vu qu'on parlait, tu vois, de ce culte un peu américano-soviétique de je ressens rien, je suis une machine, voilà. Et c'est un peu aussi le commun des mortels, tu vois, c'est un peu des fois ce qu'ils pensent des athlètes de haut niveau, c'est qu'ils ont une capacité, c'est de l'hypnose, mais c'est cette capacité à oublier des émotions négatives. Et ce qu'on oublie, peut-être le mauvais amalgame qu'on peut se faire, c'est ils ont aucune émotion versus ils n'ont plus d'émotions négatives, tu vois. Ouais. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'arriver avec des athlètes qui avaient vraiment cette difficulté-là à s'auto-diagnostiquer et qui avaient absolument besoin de ton regard extérieur, ou en tout cas que toi tu les poses des questions et que tu analyses ça, tu vois. Ouais.
Ouais, c'est l'avantage d'avoir quelqu'un en miroir en fait qui te pose des questions. Souvent en fait, toi tu poses des questions que tu peux avoir, qui sont apprises parce que t'es formé ou quoi. Et là ils font mais ça c'est une bonne question, je me l'étais jamais posée. Ouais. Et là généralement le travail commence. Non, mais il faut quelqu'un qui te pose, en fait, qui te sorte du cadre. Ouais. Donc alors je dis il faut, c'est pas obligatoire. Tu peux le faire tout seul, mais ça peut prendre un peu plus de temps, ouais. Ouais. Moi je le fais seul, je sais que ça prend du temps parce que t'as des jours où tu vois typiquement sur tes 4 questions, comment je me sens, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je crois et quelles sont mes émotions, quelles sont mes croyances, quelles sont mes émotions. Tu as pas les mêmes réponses en fonction des journées, justement, parce que et puis des fois tu vas plus te focaliser sur tes émotions, des fois tu vas plus partir sur tes croyances. Et ça prend un peu plus de temps, mais c'est faisable, c'est entièrement faisable. C'est entièrement faisable. Ça fait partie des petites routines, mais c'est pour ça que tu vois, ça vaut le coup en fait. Je reviens sur cette idée d'entraînement mental au quotidien avec un athlète. C'est tu files un athlète. Évidemment, loin des compétitions, tu lui mets des grosses séances de PMA, donc puissance maximale aérobie, où c'est le genre de séance où tu finis avec les jambes complètement fracassées, par exemple, à vélo ou en course à pied. Et puis il regarde sa séance, il fait, j'arriverai pas au bout. Boum. Là, c'est du mental qu'il faut faire, en fait. Ouais. C'est qu'est-ce qu'il se dit? Donc, on peut travailler au quotidien, en fait. C'est prendre une habitude d'être de faire attention à ses pensées pour les changer. Ouais. Faire attention à ses émotions. Comment je me sens? Là, je vais rentrer dans la ligne d'eau. J'ai bossé toute la journée, j'ai pas envie d'être là. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être m'améliorer ça. Je peux changer plutôt que de faire de longueur et de faire la natation. Elle veut pas de moi aujourd'hui. Donc c'est de l'entretien au quotidien en fait. Ouais. Maintenant, effectivement, tu vois, tu disais les sportifs, ils ressentent pas les émotions négatives. En fait, pour la plupart, ils arrivent ils les ressentent fortement. Mais par contre, ils se relèvent. Ils savent se relever super vite. Maintenant, des fois, ils ont besoin d'un coup de main. Par exemple, tiens, j'ai un exemple très net. On préparait les Jeux de 2016. Donc c'était avec une athlète. Et elle me dit, voilà, on est loin des Jeux. Je crois qu'on était à 9 mois des Jeux de Rio. Et elle me dit, c'est bizarre, j'arrive pas à me motiver pour m'entraîner. Et c'est très curieux, genre j'ai peur en fait. Les jeux sont loin et pourtant j'ai déjà peur des jeux. Et je lui demande, mais quand tu penses aux jeux, quelle est la première image qui te vient? Donc il y a un peu d'hypnose avant. Elle me dit, je sais pas, je me vois blessé. Je lui dis, mais quand tu prends conscience que cette image-là, elle est imaginée et que tu prends du recul et que tu peux en faire plein de choses, qu'est-ce que tu vois? Donc je lui propose en gros de faire un zoom arrière, un dézoomage quoi. Elle me dit, mais en fait c'est pas du tout les jeux de Rio dont je suis en train de penser. Je suis en train de me revoir moi me blesser aux Jeux de Londres et sortir en rampant du tatami. Et je lui dis. Donc là, en fait, tu vois, son mental avait tellement enregistré cette expérience-là que quand elle se projetait vers l'avenir, elle repensait, c'était cette image-là qui revenait automatiquement. Donc, pour plein de raisons, on pourrait analyser ça, réflexe de protection, le cerveau qui s'est dit se blesser comme ça aux Jeux Olympiques, c'était hyper douloureux, ça a été dur de revenir, faut surtout pas que ça se reproduise. Sauf que elle voulait pouvoir penser aux Jeux de Rio correctement. Sauf que son mental, boum, il lui ramenait le souvenir et du coup les émotions et ça elle pouvait pas le trouver toute seule en fait. Ouais. Elle pouvait pas le trouver toute seule. Ou alors ça aurait mis vachement plus de temps. Ouais. Donc effectivement sur ce genre de travail là c'est intéressant. Ouais. OK. Et ouais, peut-être pour les gens qui découvrent un petit peu ça, est-ce que t'as un petit exercice pour rentrer dans l'état d'hypnose? Parce qu'en fait, moi ce que j'ai compris du coup avec ton livre, et ce qui est super bien expliqué, c'est que t'as vraiment 2 phases, on va dire non même 3. T'as vraiment cette phase de je rentre dans un état d'hypnose et tu donnes des petits conseils pour y être. Ouais. Ensuite, t'as une deuxième phase où tu vas faire un exercice justement qui va te permettre de jouer sur une croyance, sur une émotion, sur un discours interne que tu peux avoir. Et ensuite, tu vas sortir petit à petit de ton état d'hypnose. Ouais. Voilà. Et
qu'est-ce qui, est-ce que, bon, alors moi je les connais, mais enfin je les connais, mais est-ce que est-ce que tu peux le dire à l'oral, peut-être pour les auditeurs, et qu'ils aient un petit avant-goût, parce qu'il y a plusieurs techniques, un exercice que tu peux faire pour rentrer dans cet état d'hypnose. Ouais. Effectivement, bah tu vois, les 3 phases que tu décris, elles sont très nettes. C'est cool, c'était clair dans le bouquin du coup. Le message est passé. Ouais. Alors déjà, voilà, bien se rappeler que l'état d'hypnose, qu'on l'appelle hypnose, méditation, rêverie, concentration, enfin c'est plus ou moins c'est la même chose. Ouais. C'est vraiment le but. C'est-à-dire que là, dans les 3 phases que tu cites, on comprend bien qu'on rentre dans l'état comme on rentrerait dans un train. On fait un changement, donc on vient agir sur une pensée, une croyance, une émotion. Donc on ferait, comme avec ce train-là, on ferait 2-3 gares et puis on descend ensuite de la gare. L'état n'est pas le but. Comme par exemple, à l'inverse, en méditation, l'état est le but. Tu fais de la méditation pour être dans l'état et prolonger l'état le plus longtemps possible, donc rester dans le train. Si je reste sur ma métaphore du train, rester dans le train le plus longtemps possible. En hypnose, on rentre dans le train, boum, on fait 2-3 gares, boum, et on en sort. Une technique qui est très simple. Alors, c'est la technique de la vision périphérique. Souvent, on la connaît bien en tant que sportif, mais on se rend pas compte qu'on la connaît bien. C'était la plus efficace pour moi. C'est vrai. Ouais. Celle-là, de super retour parce que, en fait, le principe, c'est qu'on a une vision focalisée qu'on nous a notamment appris à l'école en suivant des yeux, la pointe du stylo quand on faisait la différence entre un M avec 3 barres et un N avec 2 barres. Et donc, la vision très focalisée. À l'inverse, la vision défocalisée, juste parce qu'elle est plus naturelle pour nous, elle va tout de suite modifier notre état. Pour ça, il faut faire la distinction entre son regard et son attention. C'est-à-dire que je vais poser mon regard sur quelque chose. Ça peut être droit devant soi, ça peut être le fond du bassin en nageant, par exemple. Et en même temps, mon attention va partir ailleurs, va partir sur quelque chose que je vois à gauche de mon champ de vision, puis à droite de mon champ de vision, puis en haut, puis en bas. Et on se retrouve là en vision périphérique. Déjà, ça crée un état d'hypnose. Deuxièmement, c'est une technique qui vient diminuer le rythme des pensées. Ouais. Ça va tout de suite diminuer fortement, voire même les stopper complètement. Et dans un second temps, en plus, comme c'est une technique qui passe par le visuel, elle a tendance à nous dégager de ce qu'on appelle le kinesthésique, c'est-à-dire le corps, les sensations du corps, et de nous dissocier, c'est-à-dire de nous éloigner de notre corps en fait. Donc on a moins de pensées, on a moins de sensations dans le corps, donc typiquement les épaules qui brûlent en natation, les jambes qui deviennent lourdes ou qui brûlent parce qu'on est sur une séance de vélo, ou les bras qui sont complètement fumés pour les grimpeurs, ou alors trop de pensées entre 2 combats de judo. Vision périphérique, nettoyage des sensations du corps, nettoyage des pensées, et déjà ça c'est un super outil. Ouais. Ouais. Pour te donner une idée, en ce moment, je suis en train de faire un test, donc une étude sur l'efficacité, le travail, l'implication de l'hypnose en prépa physique. Il y a pas si longtemps, avec un athlète de l'équipe de France de ski de fond. Il fait la chaise. Il fait un max en chaise. Ok. Donc vraie belle chaise. Je crois qu'on est à 3 minutes 40. Et il est éclaté. Je lui fais OK. On prend 20 minutes et moi je l'accompagne à côté et puis je travaille sur la vision périphérique avec lui. Donc je lui propose de faire ça. On est en visio, lui il est à Autran là sur le Vercors. Donc je lui propose ça et en même temps moi je le guide un petit peu en disant voilà, garde bien cette vision périphérique, les pensées du coup elles peuvent partir et tout. Il double son temps. Il fait 7 minutes en max. Donc, là, c'est incroyable. Il n'y a pas un produit dopant qui donne ce résultat-là en aussi peu de temps. Et donc, qu'est-ce que ça montre? Donc, c'est que l'état d'hypnose, en soi, est déjà un outil sur certains trucs. Parce que là, clairement, qu'est-ce qui se passait? Quand il commençait à avoir les jambes qui hurlaient de douleur, il avait les pensées qui s'activaient, qui faisaient je peux plus, je vais pas y arriver, ça va être trop dur. Allez, j'arrête, non, je continue, non, j'arrête, non, je continue. Et il arrête. Une fois qu'on enlève toutes les pensées et qu'on enlève les sensations du corps, boum, d'un coup ses perfs, c'est plus les mêmes. Et du coup, ça change ses stats, ça change ses prises de max, ça change ses planifs, ça change ses pourcentages de travail en prépa physique. Enfin, c'est ouf. Ouais. Non mais c'est assez dingue.
Je suis pas du tout étonné en fait. Je te dis waouh, mais en vrai je suis pas du tout étonné parce que tu peux. Moi je commence à le découvrir, tu vois. Je mets juste mon doigt dedans, mais c'est vrai que tu peux faire des choses assez impressionnantes comme ça sur tes croyances et sur le discours interne. Et là où effectivement cet exercice sur la vision périphérique, il est très fort effectivement parce que tu mets toute ton attention à un endroit que tu diffuses, tu vois, et du coup effectivement tu l'as bien résumé, tu as très bien expliqué à quel point ça joue sur le corps, donc très cool. Et ouais, si est-ce qu'il y a des petits exercices un peu récurrents que tu proposes un peu souvent, peut-être qui pourraient être utiles, on va dire, si j'ai 5-10 minutes par jour, tu vois, à y faire, qu'est-ce que tu pourrais avoir tendance à recommander de manière assez régulière, quel type d'exemple? Alors, bon, il y en a plusieurs, mais en gros, bon là, depuis tout à l'heure, on parle d'hypnose, et tout ça est vraiment sérieux. Enfin, c'est-à-dire que l'hypnose aujourd'hui, c'est mesuré, c'est acté, il s'agit plus de on croit, on n'y croit pas et tout. C'est juste on met un mot sur aussi ce que plein d'autres préparateurs mentaux ou psychologues ou plein d'autres disciplines utilisent sans l'appeler comme ça, quoi. C'est ça. Ouais. On peut appeler ça aussi le flow, hein. Le flow, c'est un état d'hypnose. Le flow, c'est le super état d'hypnose. C'est le top de l'état d'hypnose. Ouais, complètement. Après, il y a des règles et tout, mais ouais, c'est mais tout ça est assez mesuré et bon, moi, tu vois, j'ai fait les STAPS, donc du coup, j'ai une vision quand même assez scientifique et cartésienne. Et puis je viens de l'entraînement, je suis éducateur sportif, donc je sais, ok, si tu fais ça, tu t'entraînes et c'est ça ce à quoi tu peux t'attendre comme résultat. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que derrière tout ça, ça nous permet surtout d'agir sur notre système sympathique et orthosympathique. Si je pense sous hypnose à un souvenir hyper agréable, que je me plonge dedans, que je prends un kiff monumental, boum, je viens de booster mon système orthosympathique. À l'inverse, si je laisse des pensées hyper négatives tourner dans ma tête et tout, je suis en train de saturer mon système sympathique. Le système sympathique, dans notre système nerveux central, c'est ce qui va se déclencher quand rien n'est sympathique autour de nous. Ça va déclencher le cortisol, l'adrénaline et tout. Donc du coup, donc quelque part, c'est avoir cette vision-là. Il y a deux balances. Il y a une balance en gros des émotions agréables, une balance des émotions moins agréables. Tout ce qui va dans une journée aller vers de l'agréable, ça peut être intéressant. Donc en 5-10 minutes, prendre 5 minutes à la fin de la journée en disant le meilleur moment de ma journée c'était quoi? Et il s'agit pas que ce soit le meilleur moment de votre vie, il s'agit que ce soit le meilleur moment de votre journée. Franchement, le moment où je me suis bougé, j'ai fait allez, je sors même s'il pleut, même s'il fait gris. Celui-là, j'en suis fier. Et là, en fait, tu viens de booster ton système orthosympathique et te donner envie de recommencer le lendemain. Donc il y a des petites choses qui sont des petites techniques au quotidien. Maintenant, il y a des techniques qui fonctionnent complètement là-dessus. Et par exemple, moi, j'aime beaucoup la cohérence cardiaque parce que c'est un outil qui vient justement réorganiser, rééquilibrer ces deux systèmes. Puis c'est vachement bien parce que c'est de la méditation sans dire le mot méditation. Donc c'est ça. En plus, j'ai cru comprendre en parlant avec un préparateur physique qui me disait moi je leur parle jamais de méditation. Je leur dis vous faites de la cohérence cardiaque. Ouais. Et du coup le discours passait beaucoup mieux, quoi. Mais c'est c'est assez similaire, tu vois. C'est similaire. Et puis en plus, si tu vois du coup la cohérence cardiaque comme un état méditatif, du coup tu le vois aussi comme un état d'auto-hypnose. Et donc du coup c'est tiens, pendant 5 minutes je vais faire qu'une seule chose, respirer. Et puis, si je dois juste penser à un truc qui me fait du bien. Ça va aller. L'entraînement demain, ça va aller. Ma compète, je suis capable. Et tu te répètes ça pendant 5 minutes. En fait, et ça a un intérêt physiologique et ça a un intérêt mental, tu vois. Donc ça peut être vraiment chouette. Et puis moi, il y a quelque chose qui me plaît pas mal, c'est cet entretien du mental. C'est-à-dire que par exemple, si on pense à un souvenir, on va tous quelque part, notre cerveau va organiser nos souvenirs de plein de façons. Mais la plupart du temps, il va les organiser sous forme d'images ou de films, donc de photos ou de films, plus ou moins en couleur, en noir et blanc et tout. Et c'est intéressant de temps en temps de se demander, tiens, quand je pense à quelque chose de bien qui m'est arrivé,
comment j'y pense? Quels sont les paramètres? Ah bah tiens, le souvenir, il est grand, il est en couleur. Et puis, il est sur ma droite. Et puis, quand je pense à un souvenir, vraiment un mauvais souvenir, que je pourrais catégoriser comme un mauvais souvenir, j'y pense comment? Ah bah celui-là, il est encore plus grand, il est en couleur, puis il est devant moi. Mais est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de le garder? Bah non, tiens, je le mettrais bien en plus petit, noir et blanc, type taille d'un timbre, et puis je le mettrais derrière moi. Ah, bah, quand je le fais, mentalement, en fait, je viens vraiment de réorganiser quelque chose qui s'était installé, programmé inconsciemment, de façon involontaire. Mon cerveau m'a pas téléphoné en me disant ce souvenir-là, John, on met où? Non, parce que je sais pas trop. Non, il le fait, puis ça reste comme ça jusqu'au moment où nous, finalement, on ouvre le capot et on met le nez dans le moteur et on fait bon, alors attends, ça va pas là, ça va pas là. Et donc tous les jours se dire tiens, ce souvenir-là, s'il était bien, hop, je l'agrandis, je le range là, mentalement, je le rends plus beau, je le rends plus fort. Ce moins bon souvenir-là, bah tiens, je le mets derrière, et c'est de l'entretien en fait. Ouais. Et ça, c'est un travail qui est assez génial, que je demande à certains athlètes en début de saison, faire, bah tu vois, pendant 3 semaines, 1 fois par jour, tu prends 5 minutes pour faire ça, et tous les souvenirs de ta saison d'avant, tu les classes. Ouais. Je leur dis pas où, je leur dis pas comment, parce que je suis pas à leur place. C'est eux qui savent. Mais c'est un vrai travail de mise à jour système, quoi. Ouais. Mais écoute, ça c'était vraiment, ça tombe bien que t'en parles, parce que je pense que c'était vraiment le deuxième exercice que je connaissais pas du tout déjà. Alors j'avais fait un peu de PNL, tu vois, donc j'avais déjà pris l'habitude de visualiser une situation, un souvenir, de prendre du recul un peu et de le déformer. Mm-hmm. Mais là, ouais, cette stratégie de le mettre, enfin, dans le livre, tu parles de effectivement prendre un souvenir, l'imaginer sur un grand écran, ouais. De cinéma par exemple, et en fonction de ce que tu as envie d'en faire, est-ce que c'est un souvenir positif, est-ce que c'est un souvenir négatif, bah l'agrandir, intensifier ouais. L'image, intensifier les couleurs, intensifier le son, les sensations que tu as dans ton corps et tout. Et je l'ai fait et c'est puissant. C'est vachement puissant, ouais. C'est vrai que la première fois je me suis un peu demandé bon pourquoi je fais ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine, tu vois, le bénéfice est un peu impalpable, tu vois, tu sais pas trop qu'est-ce que ça va t'apporter, mais j'ai trouvé cet exercice hyper puissant en fait à faire et j'ai pris beaucoup de plaisir justement à le faire parce que justement tu t'agrandis des émotions et des souvenirs et tu te dis ah mais waouh en fait ce souvenir là c'était pas bien, c'était ouais. Génial quoi, c'était vraiment c'est ça. Et puis surtout t'apprends à piloter tes émotions, c'est-à-dire que c'est plus elles qui nous pilotent, mais c'est nous qui pouvons aussi en faire ce qu'on veut. Ouais. Et puis on peut vivre des choses qui ont été bien de façon très intense. Ouais. Et puis des fois on a des trucs qui devraient pas trop nous faire peur et qu'on vit de manière très intense aussi. Ouais. Donc bah finalement pourquoi pas faire l'inverse avec le positif. Ouais, c'est ça fait bon sens comme ça, mais il faut jouer avec notre mental, quoi. Il a ses règles du jeu, faut jouer avec ses règles à lui. Ok. Bon, le temps tourne, donc je sais que les auditeurs qui sont encore là, ils sont vraiment passionnés. Je voulais ouais te proposer un ou deux cas concrets. Parce que je pense que ça peut être des cas concrets que les auditeurs peuvent vivre régulièrement. Peut-être qu'on peut les aborder succinctement ou plus en détail, mais l'idée c'était de me dire ok, on est dans une situation par exemple, je suis en train de courir un ultra, je suis au kilomètre 120, il m'en reste 60, et là à ce moment-là j'ai plein de pensées parasites. Je vais pas y arriver, je vais pas je vais pas y arriver, mes parents m'avaient dit de pas le faire, puis ça m'a coûté cher, et puis j'ai sacrifié une année, si j'y arrive pas, je suis vraiment nul, mais j'ai mal au genou, j'ai ma petite douleur que je traîne depuis 6 mois. Okay. À ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Alors, il y a 3 choses. La première, on en a déjà parlé, la vision périphérique, parce que là, dans tout ce que tu m'évoques dans ce type de cas-là, on est quasi que sur du dialogue interne. Ouais. Et à l'intérieur, il y a toutes les petites voix, parce qu'on en a tous, des petites voix, personne ne le dit, mais on en a tous. Donc là, faut les faire taire. Ça peut être ça, vision périphérique. Autre technique, en fait, on a tendance, certaines personnes vont avoir une tendance à aller facilement vers l'avenir et à se projeter sur dans 2, 3, 4 ans. D'autres vont facilement se projeter vers le passé. Se rappeler, c'est facilement de la dernière fois, puis le mois dernier, puis selon votre tendance, vous allez choisir ou d'aller vers l'avenir ou d'aller vers le passé.
Où ça dans le passé? Au moment où vous avez pris la décision et vous aviez suffisamment de bonnes raisons pour vous inscrire, par exemple, à cette course. Et plonger dans ce moment-là, où à l'intérieur, il y avait la conviction profonde de ça, je sais pas comment ça va finir, mais ça te donne envie. En fait, ça donne vraiment envie. Et ça va être pour ceux qui se connectent au passé. L'autre, et pour ceux qui vont vers le futur, c'est faut tout de suite aller dans un truc à engager le corps. Donc mentalement, boum, je vais vers l'avenir et je me rappelle de pourquoi. C'est quoi le sens? Qu'est-ce que je cherche de l'autre côté de cette ligne d'arrivée, de l'autre côté de ces 60 kilomètres qui restent? Et non pas le sens de la ligne d'arrivée. Ça, c'est un sens très factuel, mais c'est pas un sens émotionnel. On a tous à un moment donné une réponse à notre pourquoi, et les moments où on l'a plus, c'est les moments où on se met à douter, mais il y a un moment où on l'a eu. Et moi, il y a cette phrase dans Alice au pays des merveilles où il y a le chapelier fou qui dit à Alice, mais tu sais Alice, la vie n'a aucun sens. Et Alice dit, mais si la vie n'a aucun sens, qu'est-ce qui nous empêche d'en inventer un? Et je pense que dans ce moment de doute là, il faut se réinventer du sens, ou se rappeler qu'à un moment donné, être sportif, c'est inventer du sens, même quand la vie n'a plus aucun sens. Et ce sens-là, c'est votre pourquoi. Ça peut être pour être fier, pour inspirer mes enfants, pour promouvoir une cause, pour me revendiquer en tant qu'être humain qui bouge et qui est acteur de sa vie. Et là, on n'est plus sur juste franchir la ligne d'arrivée. On est sur un moteur qui va faire que toutes les pensées, boum, elles vont dégager. Mais souvent, ce sens-là, on le perd à force d'entraînement et de planif. Au quotidien, il est plus aussi marqué, on peut un peu l'oublier. Et tout ce qui est de façon automatique et régulière et routinière nous fait perdre un peu de sens. Et donc là, c'est le moment de se le rappeler, par exemple. Ouais, t'as raison. Ouais. Mais moi, j'aime bien aussi me l'écrire pour vraiment l'apprendre par cœur et qu'ils reviennent super facilement. Et dans les moments. Ouais. Mais ça, du coup, c'est très lié avec la définition des objectifs aussi, j'imagine. Ouais. Ok. Et c'est quelle valeur? Qu'est-ce que je viens de défendre en faisant ça comme idéal? Qu'est-ce que je viens de défendre en courant? Quelle est la valeur qui sous-tend à cet objectif, quoi. C'est ça. Okay. C'est ça. Ok. Et ça, c'est déstabilisant. Hein. Il y a des athlètes pros à qui je dis, mais là, pourquoi tu joues? Pourquoi tu grimpes? Je sais pas, parce que j'aime ça. Ouais, non, mais t'aurais pu rester en amateur et quand même faire ça. Donc, c'est quoi que tu te défends? Et là, derrière, c'est assez remuant, mais vraiment remuant même. Il y en a qui me détestent après, mais on reste potes quand même. Mais après, une fois qu'ils savent exactement ce qu'ils viennent défendre, ce qu'ils viennent prouver, ils jouent plus au squash, ils sont plus en train de grimper, ils sont plus en train de courir, ils sont en train de faire quelque chose de plus grand que ça. Et quand ils le savent et qu'ils le sentent, inarrêtable. Ok. Ah ouais, c'est vrai. Trop cool, trop cool. Deuxième petit cas pratique. Je suis la veille d'une course et là, je commence à angoisser, je transpire, je me sens pas prêt, j'ai peur. Peut-être qu'il peut y avoir un discours interne ou un dialogue interne de je vais pas y arriver ou je vais abandonner. Ouais. Mais c'est très physique, physique. Là, ce que j'entends dans ton cas pratique, c'est le j'ai peur. Ouais, j'ai peur. C'est-à-dire que le dialogue interne, il vient après. C'est 1, j'ai peur. Et c'est physique. 2, derrière, je viens cogiter. Première question, peur de quoi? Est-ce que j'ai peur de pas y arriver? Est-ce que j'ai peur de me blesser? Est-ce que j'ai peur de s'arrêter à j'ai peur? C'est pas suffisant. Il faut se demander, tiens, mais c'est quoi le scénario que j'ai en tête qui me fait peur? Ah, j'ai peur de rater mon réveil. Mais un deuxième. J'ai peur de me blesser. Est-ce que t'es sûr que tu veux vraiment y aller? Parce que ça veut dire que peut-être t'es pas en forme, t'es pas assez préparé. J'ai peur d'être le soir après ma compétition et de me sentir tout seul et abandonné. Ça, c'est un cas classique, sur les Ironman, par exemple, c'est l'Iron Blues. Ouais. C'est peur d'avoir fini le truc qui m'a animé pendant un an. Ouais, et après, ouais. Ça, on n'en parle pas assez, mais c'est l'atterrissage après. Moi, mon job, c'est pas uniquement de préparer les compétitions, c'est aussi de faire l'après. Après une compète, après un Ironman, après une médaille d'or. C'est dur, en fait. Ouais. Et ça, on n'y pense pas assez. Donc ça peut être, c'est quoi la peur?
Premièrement. Deuxième chose, cette peur-là, par exemple, c'est alors en s'y concentrant, mais généralement elle est déjà présente, ou on peut lui donner une forme, ou alors on peut effectivement visualiser le scénario qui nous fait peur. La plupart du temps, ce qu'on essaie par rapport à la peur, c'est de l'éviter. On essaie de la contourner, on essaie de pas y penser. Ça marche pas. Moi, je me présente assez souvent comme je suis le pire cauchemar de la peur. Mais je suis le meilleur ami en coaching de mes coachés. La peur, en fait, il faut l'affronter. En fait, mentalement, il faut la traverser. C'est comme si je prenais une image du scénario catastrophe que je suis en train de me faire. Je vais la traverser, mais derrière, pour la traverser, il faut que j'ai quelque chose d'assez séduisant. Et à ce moment-là, par exemple, c'est se concentrer mais quelle est l'envie derrière? C'est quoi le besoin? L'envie, c'est de faire une bonne course. L'envie ou le besoin, c'est de faire une course en étant quand même assez rationnel pour éviter justement de me blesser. Et du coup, la peur est recadrée mentalement par le besoin qu'il y a derrière, le message qu'elle essaie de nous faire comprendre. Okay. Mais en essayant de l'éviter, non, j'ai pas peur, non, voire même en se répétant, j'ai pas peur, ça marche pas. C'est pas génial. Ok. Hyper clair en tout cas, et je pense que c'est des petits outils hyper concrets que tout le monde peut se réapproprier facilement. Dernière petite question que je voulais te poser, c'était savoir si aujourd'hui, tu vois, moi j'ai des auditeurs qui me contactent en me disant tiens, est-ce que tu as des noms, des préparateurs mentaux à me recommander? Comme effectivement j'ai rencontré pas mal de monde via le podcast, on pense que je connais toute la terre entière, mais c'est pas vrai. Je sais pas non plus comment tout le monde travaille. Mais comment, si aujourd'hui, tu vois, un jeune qui nous écoute ou quelqu'un qui a un souhait de performance, il souhaite se rapprocher effectivement de quelqu'un qui est capable de travailler sur de la performance mentale, comment filtrer un peu le bon du mauvais, comment choisir la personne avec qui on a envie de travailler, comment guider, comment trouver vraiment la personne qui nous correspond pour travailler avec. Ok, c'est une vraie question importante parce que aujourd'hui, il y a plein de formations en préparation mentale et même en hypnose ou en sophro, il y a des formations hyper courtes, il y a des formations 100% en ligne. Moi, je me suis formé en France, j'ai fait plusieurs DU de préparation mentale, histoire de voir comment était enseignée et transmis la prépa mentale en France. J'ai fait plusieurs écoles privées, alors que je me suis formé pour avoir un état des lieux. Il y a des trucs qui sont, c'est de l'arnaque. Et puis il y a des trucs qui sont très bien. Il y a des trucs où c'est très théorique mais ça manque de pratique. Il y a des choses qui sont très pratiques mais ça manque de théorie. Donc c'est encore un peu le bazar. Aujourd'hui, le type de préparation mentale. Là, ce que tu dis, c'est aussi peut-être pour vraiment traduire, c'est une formation ne suffit pas parce que c'est rare de trouver une formation qui va tout faire et qui va déjà avoir quelqu'un qui a un peu cette culture-là d'avoir cherché des infos un peu partout, quoi. En fait, il faudrait pour moi la préparation mentale, ça regroupe plein d'outils et il faut connaître très bien chacun des outils pour pouvoir être opérationnel. Aujourd'hui, moi je connais très bien l'hypnose, mais je connais pas encore l'hypnose complètement. J'ai encore plein de choses à faire et plein de choses à apprendre dessus, comme je connais bien la sophro, mais je pense que il y a Milton Erickson qui disait à 79 ans, on lui pose la question, alors qu'est-ce que vous avez compris de l'hypnose? Et il dit, je crois que je commence un petit peu à comprendre l'hypnose. Il a 79 ans. Du coup, moi, je suis un peu dans la même mouvance. J'ai pas encore tout très bien compris. Et j'espère même que j'y arriverai jamais. Donc, dès qu'on est face, à mon avis, à quelqu'un qui se dit, ça y est, j'ai compris. J'ai fait une formation, j'ai compris, je pige, et qui se forme plus. Moi, je serais pas rassuré, parce que l'humain il change, parce que comprendre la peur des gens, je crois pas. On est 7 milliards sur Terre. Il y a 7 milliards de manières différentes de vivre la peur, de vivre le stress, de vivre la pression. Quelqu'un qui dit voilà, j'ai compris comment ça marche. Moi, j'ai peur de ça, Donc
Le titre de préparation mentale, il est pas reconnu encore en France aujourd'hui, même s'il y a des diplômes. En fait, ce sont des diplômes qui délivrent des attestations de présence, mais qui sont pas. Il n'y a pas un diplôme reconnu comme le baccalauréat en préparation mentale. Donc c'est s'intéresser à comment la personne elle est. Est-ce qu'elle continue de se former? Est-ce qu'elle s'intéresse? Après, c'est faire très attention. Est-ce que cette personne-là a besoin du sportif? Est-ce que Parce que moi, par exemple, j'ai pas besoin de mes sportifs. Enfin, ils m'appellent pas. S'ils m'appellent pas, je pars du principe que tout va bien. Et du coup, si tout va bien pour eux, ma vie est belle, quoi. Donc est-ce qu'il pas avoir besoin, pas avoir de dépendance vis-à-vis de son entraîneur, qu'il soit mental ou en prépa physique, ou en entraîneur, ou même en kiné ou quoi. Un athlète doit être autonome. Donc, doit pas avoir besoin de moi. Et puis regarder quand même un petit peu les méthodes, la validité des méthodes. Moi, il y a quand même un phénomène de gouroutisation qui a été assez fort. Il y a le cas de Christine Aron en 2008 avec une préparatrice mentale qui faisait des choses très discutables et qui l'abandonne, qui la laisse avant une compétition, et Christine est complètement déboussolée. On joue pas avec ce genre de choses là, mais ça existe dans prépa mentale comme à l'entraîneur, en tant qu'entraîneur. Maintenant voilà, moi effectivement je suis assez vigilant là-dessus. J'ai reçu des athlètes qui m'ont dit, écoute, moi j'ai vu un coach mental, on a bossé ensemble pendant 3 mois, et j'ai pas eu trop de confiance. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il t'a proposé, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, il me proposait de couper une patate crue et puis de la mettre sous mon lit les jours impairs, pour que je gagne en confiance, et puis de mettre un bol d'eau les soirs de pleine lune. J'ai pas d'avis, mais mais je me dis bon là c'est pas tout à fait comme ça qu'on va rendre sérieux notre discipline. donc voilà, il y a quand même des choses qui sont écrites, il y a des bouquins, il y a des références, enfin on parle pas de n'importe quoi aujourd'hui. Donc s'intéresser à ça, et puis ensuite le contact avec la personne. On peut pas être le bon coach pour tout le monde. En tant que coach, il faut tendre vers ça, faut faire l'effort faut essayer, mais faut reconnaître aussi ses limites. Moi, il y a plein de personnes avec lesquelles je les envoie volontiers vers d'autres collègues qui font pas d'hypnose mais qui sont préparateurs mentaux. Et parce que voilà, le feeling il fait un truc hyper important. Il fait un truc hyper important, la relation, la qualité de la relation. Donc voilà, appeler la personne, pas choisir via un site internet, mais l'avoir au téléphone, la rencontrer, faire un visio, tchatcher avant de se lancer. Comprendre quelles sont ses méthodes, quels sont ses moteurs. Ouais, c'est ça. Ok. Mais ça, je suis entièrement d'accord. Et il faut qu'il y ait une connexion et une confiance, tu vois, avec la personne que t'accompagnes, qui doit être vraiment réciproque, parce que tu t'engages à deux en fait, vraiment là-dedans. Et c'est sûr que s'il y a une petite friction, et même de la part moi j'ai eu un entrepreneur que j'ai accompagné pendant ça n'a pas duré très longtemps, mais quelques semaines. J'ai tout de suite compris que moi j'avais pas envie de travailler avec lui, et lui me demandait, il me dit mais j'ai envie parce que t'as eu tel résultat, et moi il voulait faire exactement ces résultats, il voulait obtenir exactement ces résultats là, et en fait ça doit être une confiance réciproque qui fonctionne, quoi. Ça, il faut avoir envie de bosser avec la personne, puis de traverser le pire et le meilleur. Enfin, quand un athlète perd, on traverse ça avec lui aussi un peu, quoi. Donc il faut avoir envie d'être un peu dans le même bateau, et puis se rappeler qu'on peut être jetable, hein. Un athlète, c'est lui le patron, quoi. C'est lui le boss. C'est lui qui réussit, quoi. Et c'est lui qui réussit. Et ça aussi, c'est regarder les personnes dans le monde du sport, les athlètes ont beaucoup une image qui est utilisée par des marques, et puis par leur staff aussi des fois. Et est-ce que c'est utile, c'est au bénéfice de qui? Est-ce que c'est pour mettre en valeur l'athlète? Est-ce que c'est pour mettre en valeur soi? Donc ça, c'est des questions aussi à regarder par rapport à l'éthique. Mais ça fait beaucoup de choses à penser avant de rentrer dans cette démarche. Mais une fois qu'on a trouvé la bonne personne, c'est top. Enfin, il y a des sportifs avec lesquels ça fait maintenant ça fait 8 ans qu'on bosse ensemble, et ça veut pas dire que demain ils vont pas m'appeler pour me dire c'est terminé, puis ça a terminé, c'est comme ça. Et s'ils ont quelqu'un d'autre de mieux, pour le moment où ils en sont dans leur vie, au point où ils en sont dans leur vie, génial.
Bah, trop bien. Bon bah écoute, je te demanderai en off un petit peu les bons plans, moi qui ai envie un peu de me former encore plus à tout ça. Ouais. J'ai des petites questions pour la fin. Il y en a une que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes à tout le monde? J'ai cru comprendre que tu lisais beaucoup. Donc je suis preneur de tes petites recommandations. Tu m'as dit tout à l'heure Ma voix t'accompagnera. Est-ce que tu as d'autres livres Ouais, Ma voix t'accompagnera pour le côté hypnose de Sidney Rosen qui a recueilli les histoires de Milton Erickson. Il y a un bouquin que j'aime beaucoup, c'est La pratique du tir à l'arc dans l'art chevaleresque japonais. C'est de Hegel. Ce bouquin-là est génial. Je crois que je le lis une fois par an. Hegel est un philosophe allemand qui va apprendre le tir, enfin qui va découvrir la méditation et le zen au Japon. Et on lui propose de choisir un art. Est-ce que c'est l'art du jardinage? Est-ce que c'est l'art du thé? Est-ce que c'est l'art du sabre? L'art du tir à l'arc? Il choisit le tir à l'arc parce que il fait déjà du tir en Allemagne. Il se dit que ça va être facile, et là il se rend compte que c'est autre chose. Okay. Qu'au-delà du tir à l'arc, au-delà du geste sportif, il y a autre chose qui se passe à l'intérieur, et c'est un super bouquin. Celui-là, je te le recommande à pas mal de monde. Trop bien. Voilà, comme ça à chaud, il y a ça, il y a et puis c'est déjà très bien. C'est ouais, voilà. Comment est-ce que tu fais toi pour libérer un peu la pression et libérer un peu du stress? Alors moi je pratique l'auto-hypnose quasi quotidiennement, de façon un peu invisible quand je fais du sport, quand je conduis. J'ai toujours un truc en tête que je suis en train de bosser. J'aime beaucoup respirer, j'aime beaucoup chanter. Donc voilà, ça c'est mes petites techniques à moi. Bon bah top. Mais tu vois comme quoi. Non mais c'est aussi un peu pour démystifier tu vois tout ça. Bon, je pense que là, au bout d'une heure et demie de conversation, les gens ont compris que tout le monde pouvait s'y mettre et que c'était super simple, mais qu'on n'est pas sur des techniques de psychopathe à mettre justement des bols d'eau sous son lit. Non. Les soirs de pleine lune, on n'est pas. Et puis aussi, on a le droit d'être coach mental, hypno, machin, et d'avoir des soucis, parce que des fois on me dit mais alors attends, mais toi tu t'endors en une fraction de seconde. Alors oui, j'ai des techniques pour faire ça, mais des fois non. Mais du coup tu stresses jamais, t'es jamais en colère, t'as jamais de pression. Ben si, en fait, je suis humain. C'est juste que j'ai des outils pour le gérer. Peut-être je le gère un peu plus rapidement que certaines personnes, mais voilà, on a quand même des problèmes. Bah bien sûr, on en a tous. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Waouh, j'ai déjà pas mal changé de métier plusieurs fois dans ma vie, donc du coup dans 10 ans. En fait, dans 10 ans, moi, je me vois beaucoup plus dans une forme de transmission par rapport à la préparation mentale. J'aurais fait pas mal de choses par rapport à ça. Donc, mon but, c'est que préparation mentale et notamment l'hypnose, d'ici Paris 2024, ça se devienne un outil auquel on pense beaucoup plus, quoi, et qui soit beaucoup plus accessible. Mais après, au-delà de la prépa mentale, il peut se passer tellement de choses. Ok. Bah ouais, je sais. Il y a encore des choses qui te font peur? Alors moi, j'ai peut-être une particularité, c'est que j'ai peur de pas grand-chose. On en a parlé tout à l'heure. J'ai vraiment pas peur de grand-chose. La seule peur qui est vraiment arrivée forte dans ma vie, c'est le jour où je suis devenu papa. J'ai eu peur non pas pour mon fils, mais plutôt de l'avenir et pour les enfants, pour l'avenir. Ouais. Donc j'ai une peur plus humaniste en fait que réellement concrète dans ma vie, tu vois. Ok. Bien sûr, mais où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va laisser, des choses comme ça. Qu'est-ce qui va leur arriver à tous ces pitchouns plus tard. Mais voilà, sinon concrètement. Jour le jour, j'ai pas trop de peur. Ouais, je peux comprendre parce que ça dépasse complètement le cadre personnel, tu vois, et du coup, il y a un sentiment de perte de contrôle par rapport à ça et d'inconnu qui est immense, et du coup, voilà, c'est difficile, plus difficile à gérer. Plus pour difficile les à gérer, mais c'est une peur humaniste. Bon bah cool, bah en tout cas, c'est vrai que moi j'ai pas beaucoup de peur non plus, mais du coup, faudrait peut-être que je travaille sur les exos que tu donnes, et je regarde ça avec plus. Je sais que j'ai sauté le passage, donc mais faudrait que je regarde ce que tu dis là-dessus. Est-ce qu'il y a eu un athlète, toi, peut-être parmi
ceux que t'as rencontrés ou ceux que t'as pu croiser ou avec qui t'as pu travailler, qui t'a marqué plus que les autres. Ouais, bah je pense que Émilie m'a drôlement marqué dans le travail qu'on a pu faire ensemble. Parce que faut que tu la recontactes. Ouais, tu peux la contacter. Elle est géniale. Enfin, Mimi, super. Et parce que c'est une athlète qui déjà montre. Je sais pas si tu te rappelles, mais elle arrivait sur le tatami en larmes et tout, et ça bouleversait tout le monde, ça choquait, ça questionnait beaucoup. C'est une athlète qui a montré qu'on peut être médaillé olympique et avec ses émotions. C'est-à-dire que moi, quand on a commencé le travail, on m'a dit voilà, elle pleure, faut qu'elle arrête de pleurer. Mais en fait, elle avait pas envie de pleurer, c'était sa manière à elle de gérer et d'être forte. Et dans ce monde où on dit non, il faut pas pleurer, non, un enfant ça pleure pas, un athlète ça pleure pas, un papa ça pleure pas. Enfin, elle c'est quelqu'un qui a su se libérer de cette injonction-là et en faire une force. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant. Donc ouais, Émilie, c'est une belle leçon au monde. Je pense qu'elle n'a pas été assez reconnue derrière, mais elle a dit quelque chose de l'humanité qui est belle, ouais. Ok. Ça. Oh, bah trop cool. En plus j'ai son contact, donc il faut absolument que. On s'était écrit des messages il y a un petit moment déjà, et comme elle était sur Bordeaux. Elle est sur Bordeaux, ouais. Ouais. On s'est loupé. Et bon, j'ai une excuse pour. Enfin, je sais que je vais bientôt revenir à Bordeaux, donc c'est très cool. Est-ce que toi t'as un mantra, tu vois, ou une phrase que tu te répètes particulièrement souvent? Oui. Elle est très personnelle, mais tu t'es pas obligé. Hein, non, mais en fait, je me dis souvent que je suis né prêt. C'est-à-dire que quand on me demande t'es prêt, ou que je me demande je suis prêt, je me dis ma réponse automatique c'est je suis né prêt. Okay. Prêt à tout, prêt à l'adversité, prêt à au challenge, prêt. Je suis né prêt. Voilà. Donc je me le répète et généralement derrière ça switch tout, quoi. Ok. Bon bah hyper cool. Est-ce que je sais pas, professionnellement il y a eu une rencontre, un conseil, tu vois, qui t'a marqué aussi, et tu pourras. La vie est faite de rencontres, donc c'est très dur. Et puis en plus là, je pense à Astérix et Obélix. J'ai envie de sortir le monologue d'Edouard Baird. Et la vie est faite de rencontres. Je pense qu'il y a de bonnes ou de mauvaises situations. Non, mais ouais, j'ai eu des rencontres qui ont été hyper fortes dans ma vie. Maintenant, j'ai deux rencontres en tête qui me viennent. Alors très bizarrement, la première c'est avec quelqu'un qui s'appelle Rémi Escoffier, qui m'a pris sous son aile et qui m'a appris tout ce qu'il savait de la montagne. Et ce gars-là est une légende de la montagne qui a 60 ans aujourd'hui et qui est de la génération Edlinger, Patrick Béraud et tout. Et c'est quelqu'un, lorsque moi je l'ai rencontré, j'étais jeune dans l'escalade, un peu présomptueux. Et qui lui m'a regardé et m'a pris sous son aile, tu vois, vraiment chouette. Ça c'est la première chose. Donc ça a été assez fort. C'est-à-dire comment est-ce qu'à un moment donné, l'expérience, elle a de la valeur que si elle vient filer un coup de main à quelqu'un. Et la deuxième rencontre qui m'est venue en tête, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai eu une rencontre assez frappante avec la foudre. Je grimpais et c'était en 2014. Je prends la foudre, je grimpe donc à Céuse. Il y a la pluie, il y a le tonnerre, et puis il y a la foudre qui frappe à 2 mètres. Mais comme le rocher était mouillé, je suis électrocuté. Et ce moment-là, donc je descends et tout, je me mets en PLS tout seul parce que Céuse c'est une falaise qui est assez réputée en escalade, donc il y a pas grand monde qui parle français là-bas l'été. C'est beaucoup plus international. Donc je me mets en PLS tout seul, j'essaie de dire aux gens bah voilà, si mon cœur lâche, appelez les pompiers, quoi. Et j'attends de voir si mon cœur va lâcher, si je vais mourir en gros, hein. Et pendant une demi-heure j'attends et je réfléchis à la vie et tout, et c'est hyper intéressant parce que il y a beaucoup de choses qui sont passées après cet éclair-là. Donc il s'est rien passé, hein, je suis pas mort. Je suis allé à l'hôpital, je suis rentré dans les stades des personnes qui ont été foudroyées et qui il s'est rien passé, ils sont pas morts. Mais j'ai beaucoup aimé faire ce bilan de ok, là si tout s'arrête, est-ce que c'est bien et tout et pas avoir peur de la mort dans le sens un truc qui vient terminer, c'est plus un truc qui à mon avis qui permet de faire un bilan sur où est-ce qu'on en est.
Et régulièrement faire un bilan, c'était une belle rencontre parce qu'aujourd'hui assez régulièrement je me dis mais si là voilà, est-ce que là je suis content, est-ce que là je suis satisfait, plutôt que de me le poser cette question dans 30 ans, j'aime bien me la poser tous les jours pour être sûr. Ok. Eh ben c'est une belle leçon de vie. Merci d'avoir partagé cette petite histoire. La toute dernière question que je pose à tout le monde à ce micro, c'est mais d'ailleurs oui il y a le passage de flambeau olympique, mais là c'est plus un passage de micro. C'est à qui est-ce que tu tendrais le micro pour passer sur Extraterrien, bon, sachant que tu m'as déjà recommandé quelqu'un qui est Camille et qui a un super épisode. D'ailleurs j'ai eu beaucoup de très bons retours sur l'épisode avec Camille, donc c'était très chouette. Mais est-ce que je sais pas, ouais, il y a on a parlé d'Émilie aussi. Moi j'avais noté 3 personnes. Du coup il faut que je choisisse un seul. Non, vas-y, c'est libre, okay. Avec grand plaisir. J'aime bien les gens qui sont généreux justement. Donc. Alors il y a Émilie, direct. Il y a quelqu'un d'autre parce qu'il parle bien français, c'est Johnny Wilkinson. Qui, pour moi, est meilleur joueur de rugby au monde de l'histoire du rugby. Et quelqu'un d'autre, c'est Christophe Bichet. Alors Christophe Bichet, c'est quelqu'un qui est un grimpeur de haut niveau. On a une histoire avec Christophe, on bossait ensemble, puis ensuite il s'est formé à l'hypnose, il est devenu coach de vie et c'est quelqu'un qui a un parcours de vie qui est extraordinaire. Il fait partie des personnes qui sont pour moi les plus inspirantes aujourd'hui de mon entourage. Par chance, on est devenus ensuite collègues. Et c'est quelqu'un qui a une vraie leçon de vie sur comment dépasser des choses. Enfin, c'est un personnage incroyable. Et en plus d'être un ami, c'est le monde mérite à le connaître davantage. Bon bah écoute, cool, mais tu me diras si je peux le contacter de ta part. Mais écoute, merci infiniment pour ces recommandations. Et écoute, moi je me suis régalé. J'ai l'impression que d'avoir pu approfondir déjà le livre que j'ai lu ce dernier mois et de pouvoir rentrer vraiment en plein dedans, de pouvoir de concrétiser aussi plein de choses. J'ai l'impression qu'on a aussi délivré beaucoup de valeur aux gens qui nous écoutent et j'espère qu'ils pourront vraiment éteignez ce podcast tout de suite. Contactez Jonathan si vous le voulez, mais essayez surtout un des exercices qui vous a marqué. Et voilà, comme tu le dis si bien, il faut passer à la pratique. Ouais, il faut passer à la pratique. Faut essayer, il faut se faire sa propre expérience. Il y a plein d'exercices possibles. C'est vraiment une boîte à outils formidable. Et donc merci infiniment pour ton temps. Franchement, je pense que c'était top. Et merci beaucoup, c'était vraiment super. Je suis persuadé que tout le monde aura d'excellents retours. Donc écoute, merci infiniment. Et puis où est-ce qu'on peut dire aux gens qui s'intéressent un peu à ton travail, où est-ce qu'on leur dit de se rediriger? Il y a les réseaux sociaux, tu vois, ma page Insta, j'ai une page Facebook aussi, ou le site internet Mental Camp. Qui voilà, c'est trois moyens de me contacter. Voilà, mais Insta, ça marche bien. Ok, ça marche, je confirme. Et puis le livre aussi, si vous voulez comprendre un peu une bonne partie du travail de Jonathan, ça vous plaira. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était vraiment super. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao! You already know I'm obsessed with Rakuten. I talk about it all the time. And now I'm here to tell you that Rakuten is the smartest way to shop and save this holiday. You can stack the savings with cash back on top of the season's best deals. And you can get cash back at over 3,500 stores. Membership is free. It's really easy to sign up. And then all you have to do, click a button. Start all your shopping trips at Rakuten.com or get the app to start saving today. Get cha-ching on that thing. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. So you're going to ask me questions or I'm just going to talk? Hey, I'm Mishi Harman, and I'm the host of Israel Story, an award-winning podcast that tells unusual, quirky, and intimate stories from the complicated place I call home. A lot of people were offended that I played with their emotions. The floor was really falling from under me. He looks like a Jesus.
We just launched our 6th season, and I hope you'll join us for what is going to be a roller coaster of a ride. East. I don't really know where my home is. Why does it matter? A human is a human is a human. Search for Israel Story wherever you get your podcasts. Acast recommends.